C'est un joli symbole, ces tours de Saint-Sulpice, non? Différentes, mais harmonieux. Oui, absolument. C'est une des plus grandes et plus belles églises de Paris. Ouais. Puis il se trouve que c'est pas trop loin de chez moi. Bonsoir Bernard de la Villardière. Thibaut. Merci de passer la soirée avec nous. L'église la plus importante de France en ce moment. Parce qu'avec Notre-Dame, c'est ici que... Absolument, oui, c'est vrai. Le temps que Notre-Dame n'est pas restaurée complètement et réouverte au public, c'est ici que tout se passe. Vous êtes un enfant de Notre-Dame, paraît-il? J'ai été baptisé à Notre-Dame. Mes parents habitaient que aux Fleurs. Ouais. Et donc j'ai été baptisé à Notre-Dame en 58. Mais c'était un certain temps. N'importe qui peut être baptisé à Notre-Dame? Je crois que c'est pas si facile. Oui, c'est aujourd'hui, ça. c'est plus compliqué. Ouais. Il faut avoir Et effectivement, quand je dis, j'ai mis un certain temps à le réaliser, mais quand je dis aujourd'hui j'étais baptisé à Notre-Dame, les gens me regardent comme si j'étais un mec très important. Oui, c'est ça. D'ailleurs, à la veille de mon baptême, ma mère a rêvé que je deviendrais archevêque. Et donc elle m'en reparle régulièrement, elle ne désespère pas. Et vous? Non. Non. Bon, après avoir critiqué le métier d'archevêque, on rentre. Ouais. Ce quartier, c'est le vôtre? Le 6e, c'est mon quartier d'adoption, c'est mon quartier quand j'étais étudiant. Enfin, j'étais place de la Comtesse Carte, pas très loin d'ici. Ouais. Je passais souvent par là. J'aime bien ce quartier, ouais. Et puis j'habite Boulard-Saint-Germain, pas très loin d'ici. Ouais. J'aime bien ce quartier. Vous êtes un Parisien, pur et dur? Je suis lyonnais d'origine, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, enfant, mais je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans pour mes études. Et j'ai jamais quitté Paris. Ouais. Enfin si, j'ai habité au Maroc quelques temps après mon mariage, j'ai habité à La Réunion. Mais sinon, non, j'ai toujours habité Paris. Même si Paris n'est plus Paris, hélas. Ah bon? Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Non, alors attendez, parce que on a toujours un point Paris n'est plus Paris dans cette émission. Ça arrive, je crois que vous battez le record de vitesse. Ah oui, d'habitude, oui, ça vient très vite là. Oui, là, ça vient très vite. Mais parce que je roule en moto et je constate tous les jours à quel point c'est devenu Paris sauvage, quoi. Chacun pour soi, avec des accidents, avec la mauvaise humeur, l'agressivité générée par cette circulation complètement anarchique. Parce qu'on avait mis des voies soi-disant pour chacun de types de véhicules, les vélos, les autobus, les voitures, voilà. On a complètement oublié les scooters et les motos parce qu'aujourd'hui on ne peut plus passer entre les fils. Non. On se fait engueuler par les cyclistes, on se fait engueuler un peu par tout le monde. Et puis surtout, je crois c'est une grosse erreur, on aurait dû en fait piétoniser des quartiers de Paris, et puis préserver des voies de circulation, voilà, en laissant suffisamment de place pour les uns et les autres. C'est dans 3 ans, les élections de la mairie de Paris. Et puis surtout, on a complètement oublié les gens qui sont incapables de faire du vélo, ou qui ont peur, ou qui sont trop âgés, ou qui sont blessés ou handicapés, les mères de famille qui se déplacent avec leurs enfants. Enfin, et d'ailleurs, je trouve très courageux, on voit de jeunes mères de famille ou des pères de famille circuler en vélo, parfois avec 2-3 enfants derrière, et je les trouve très courageux parce que c'est tellement dangereux. Enfin, les gens ne respectent plus les feux rouges, enfin les vélos, évidemment, on enfonce les portes ouvertes. Si vous êtes énervé, il faut se présenter, Bernard de la Villardière. On va parler d'autre chose, parce que mon discours regardez, il est repris par tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, regardons la façade de cette belle, basilique. Oui, j'ai un souvenir quand même. Ici, ah oui, donc oui, elle aussi, elle mérite d'être tapée, parce qu'il y a des pierres qui tombent. Et on a dû mettre des filets de protection pour éviter de se faire assommer par des choses qui tomberaient du plafond. Est-ce qu'entrer dans une église, c'est sympa d'avoir ouvert Saint-Sulpice pour moi. Juste pour vous. Est-ce qu'entrer dans une église, c'est un moment particulier ou non? Ça devrait et ça doit être un moment banal. Oui, évidemment, c'est un moment particulier, oui. Parce que je suis de culture catholique, j'ai été élevé dans la religion catholique, à laquelle j'ai été même un peu hostile à une époque, et puis au fur et à mesure que l'âge vient et l'expérience, je trouve que la religion catholique, c'est une belle religion. Très humaniste, c'est la seule religion où Dieu s'est fait homme. Et donc, j'ai une certaine affection pour cette religion, il se trouve que c'était la mienne. Et pourquoi vous dites que vous avez été
en confrontation que vous avez eu? Parce que comme tous les adolescents, comme tous les jeunes, voilà, j'étais un peu en révolte avec aux femmes au milieu et puis les choses qu'on m'avait laissées en héritage. Après, je ne suis pas un catholique parfait. Ça s'entretient d'être catholique? Est-ce oui, que la foi s'entretient? Oui, je ne l'ai pas assez entretenu d'ailleurs, notamment à une époque. Je ne l'ai pas assez entretenu. C'est-à-dire venir dans les églises, relire les textes, permet de se réapproprier des choses? Oui, sans doute, ouais. Oui, sans doute, mais je ne croyais pas que je sois une grenouille de bénitier, hein, loin de là. Ça m'a étonné quand vous nous avez proposé d'aller dans une église. Ah bon? Oui, c'est quelque chose de personnel, non, la foi? Oui, oui, oui. Non, mais je vous avais proposé 2 ou 3 endroits. Mais non, bien sûr, bien sûr. Oui, pourquoi pas? Oui, mais c'est pas anodin de vouloir montrer ici, ça. J'ai un souvenir assez fort ici parce que je crois à la transcendance et à la spiritualité, je crois à la fraternité humaine, enfin j'ai un certain nombre de croyances et de choses auxquelles je crois dans la vie. Et puis il se trouve qu'ici, il y a eu, je me souviens maintenant, il y a quelques années, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, l'enterrement d'un confrère, Patrick Bourrat, qui était grand reporter à TF1. Oui. Et il y a une bourse qui porte son nom d'ailleurs. Absolument. Et donc il est mort accidentellement au Koweït en couvrant des manœuvres d'une armée, je ne sais plus laquelle. Toujours est-il que et ce qui était émouvant et ce qui correspondait d'ailleurs au personnage, c'est que je me souviens très bien de ça, c'est qu'il a protégé son caméraman d'un mouvement de char, un char qui a reculé, et du coup c'est lui qui a été happé par le char et qui est mort tragiquement dans cet accident. Et je me souviens c'était très émouvant la cérémonie ici, très émouvant. C'est un homme, quand j'étais plus jeune, il était plus âgé que moi, je crois, une dizaine d'années. Et donc j'avais suivi un peu sa carrière. Est-ce qu'être catholique en 2023, c'est un combat? Est-ce que quand on croit en 2023, et notamment d'abord c'est un combat parce qu'il faut se battre pour continuer de croire souvent. Enfin, voilà, vous pouvez douter. Moi j'ai pas la foi du chardonnay, je passe mon temps à douter. Donc voilà. Mais c'est vrai que je n'ai plus cette hostilité que j'avais à l'égard du catholicisme. Parce qu'encore une fois, je me dis que c'est vraiment une religion qui est très humaniste. Plus que les autres? Je ne dirais pas ça, parce que chacun a sa religion, il n'y a pas de religion supérieure aux autres. Mais en tout cas, elle a généré une civilisation, la civilisation judéo-chrétienne, dont on reparle beaucoup aujourd'hui à travers les événements tragiques en Israël. Oui, qui est riche, qui a produit ça. C'est cette beauté architecturale extraordinaire. Non, mais c'était l'époque où les hommes pensaient que quelque chose les dépassait. Et aujourd'hui, non. Vous prenez la position de l'élève face au professeur? Absolument. Voilà. Mais après, ni jouer les théologiens, ni... Se battre, c'est un combat pour croire, mais est-ce que, quand on est catholique, on doit aujourd'hui défendre cette religion? Ah bah oui, oui, oui. C'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, ma reconversion récente au catholicisme, c'est que, effectivement, c'est une religion qui est en péril, qui a été maltraitée, y compris par les catholiques eux-mêmes et par les prêtres, par les gens qui étaient censés la servir. Donc oui, c'est une religion en péril, mais c'est une religion qui mérite que l'on se batte pour elle. D'ailleurs, récemment, j'ai produit un film pour Canal que je vous recommande sur les chrétiens d'Orient. On a tourné en Syrie, en Irak, au Liban, en Israël aussi. Est-ce qu'il y a inévitablement une forme de, même si elle ne peut être que idéologique, une forme de guerre de religion, à la défendre face aux autres religions? Non. Enfin, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà. Il se trouve que je dînais là avant de venir vous rejoindre ici avec un ami, Thierry Lyonnais, avec qui j'étais au collège. On a été pensionnaires ensemble, c'est resté un de mes meilleurs amis. On est resté toujours en contact et on a fait des choix différents dans la vie. Enfin, c'est quoi que non, parce qu'il est journaliste lui. Il est journaliste comme moi.
Mais il a embrassé le journalisme un peu plus tard. Il a fait le tour du monde en quête des autres religions. Il s'appelle Thierry Lyonnais. Il a travaillé ensuite pour RCF, qui est une radio catholique basée à Lyon. Et il fait une très belle émission sur la culture. Il reçoit des personnalités. Et voilà, il a choisi, lui, de vivre sa foi complètement en travaillant dans une radio chrétienne. Alors lui aussi, il a eu ses crises, il a eu... voilà, et d'ailleurs, on dînait ensemble juste avant. Et donc, il m'annonçait qu'il partait à la retraite bientôt et qu'il va s'intéresser à l'anthropologie, à l'histoire de l'humanité. Et il continue, lui aussi, de s'interroger sur sa religion, et pas sur sa foi, mais sur sa religion. Moi, je m'interroge sur les deux, sans arrêt. Ouais. Mais voilà. Plus le temps passe, plus je me sens apaisé dans ma relation avec ma religion, qui n'est pas seulement une religion, c'est aussi une culture, une civilisation, dans laquelle je crois beaucoup. La religion ne suffit pas à embrasser la civilisation et à la résumer, loin de là, mais elle sert de base. L'Occident et aujourd'hui ce qui se passe et notre manière de vivre, de penser, etc. est très liée évidemment à notre histoire. Et elle a été créée, elle a été fondée notamment par la religion, mais aussi par la Révolution française. Et la Révolution française, le principe de... Même ce qui est au fronton de monument, la devise de la République française... c'est pas antinomique. La République, la Révolution... Non, c'est pas antinomique parce que c'est de même valeur. C'est l'égalité entre les hommes, c'est la fraternité, c'est l'idéal de justice. Donc non, c'est pas antinomique. Voilà, j'ai quelque chose à vous montrer sur cette question. Ouais. Un peintre assez célèbre. Ah bah oui, Delacroix, oui. Oui. Alors Delacroix, on le connaît avant tout pour la liberté guidant le peuple, pour la Révolution de 1830. Donc avec cet idéal républicain, et on peut avoir une duplicité, une multiplicité. Multiplicité, oui. Duplicité, non. Multiplicité, oui. Et peindre mais la religion doit rester des à sa fresques place. religieuses. Les deux sont possibles. Oui, bien sûr. Rendons à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs que quand toute cette polémique sur les propos du pape, quand il est venu à Paris, à Marseille plutôt, à Marseille récemment, et qu'il a parlé de l'accueil des migrants. De l'accueil des migrants. Enfin bon, il a une formule malheureuse, enfin je trouve même injuste d'ailleurs, pour parler de l'Occident en disant que il y avait un fanatisme de l'indifférence alors qu'on est justement le continent qui accueille avec le plus de générosité et le plus de facilité les migrants, en leur donnant accès à des droits fondamentaux. Je trouvais que son attaque à l'égard de l'Occident était assez, et notamment des nations européennes et de la France, était tout à fait injuste. Mais après, dans sa position, lui, il défend l'absolu, il défend l'idéal. Donc, il est normal qu'il nous dise qu'il faut accueillir les migrants. Après, le politique dispose, et le citoyen dispose. On peut parler de politique dans une église? Bah évidemment, oui. Bien sûr, bien sûr. Non, mais la religion est éminemment politique puisque c'est le regard qu'on a sur l'homme, c'est la place de l'homme dans la vie, dans la société, etc. Mais alors pourquoi on a voulu à tout prix les séparer la politique, l'État? Mais on a très bien fait. La religion, c'est l'absolu. C'est la vie après la vie. Et puis c'est à la fois, c'est aussi l'intime d'ailleurs la religion. Non, mais moi j'ai aucun problème là-dessus. Mais d'ailleurs, enfin, on l'a séparé. On a bien fait de le séparer à une époque, mais pendant très longtemps on l'a pas séparé. Bien sûr. Bah oui. Et donc Delacroix, Eugène Delacroix. Delacroix ici aussi. Oui, absolument. Oui, c'est le combat, c'est Jacob, hein, c'est le combat de Jacob avec l'ange. Enfin, et alors on a dit que c'était le combat entre l'homme et Dieu. Et alors c'est assez... je pense que c'est avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ça a une certaine résonance parce que je lisais tout à l'heure, Jacob, fils d'Isaac, regagne la Palestine, la terre promise de son grand-père, Abraham. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à la hanche et lui dit « Lâche-moi ». Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas, que
que tu nommais béni. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Jacob, mis à l'épreuve dans un véritable corps à corps avec Dieu, demande sa bénédiction. Il reçoit un nom signifiant fort en face de Dieu, porté ensuite par tout le peuple juif. Avec ce qui se passe, cette tragédie que vit en ce moment Israël, je trouve que c'était assez émouvant et intéressant de revenir là, le combat de Jacob avec l'ange. De la croix, c'est ici. Il y a un musée de la croix, place Furstenberg. Ah, il faut que j'y aille. Ouais, très beau. Très beau. Je me demande s'il n'est pas fermé en ce moment pour restauration, parce qu'il y a des travaux, etc., un peu comme partout dans Paris. Héliodore chassé du temps. Et puis, il adorait le Maroc, il a beaucoup peint au Maroc. Et c'est un pays où j'ai vécu, que j'aime beaucoup, où ma fille est née à Tanger. Voilà, j'aime bien, il était orientaliste de la croix, il peignait les chevaux magnifiquement. On le voit ici. Voilà, il y en a un là. Voilà. C'est toujours une émotion, une église, la nuit, encore plus. Ouais. Et alors là, on a la chance d'être seul. On s'entend marcher, on s'entend parler. Quelque chose d'un peu supérieur. Ouais. Vous savez que Victor Hugo s'est marié ici? Ah, je ne savais pas, non. Ah oui. Ouais. Mais il y a un certain nombre d'hommes célèbres qui ont dû être, et de femmes célèbres qui ont dû être enterrés ici, en tout cas. La femme de Molière. La femme de Molière, ah bon? Ouais. Et je me disais aussi qu'il y a 4 ans, quasiment jour pour jour, Vladimir Poutine était ici. Ah bon? Oui, parce qu'il est venu aux obsèques de Jacques Chirac. Ah oui, ah oui. Qui avait eu lieu ici. Ah oui. Le monde change. Ouais. On n'imagine pas Vladimir Poutine aujourd'hui. Ici. Non. Non, mais la mort, c'est l'occasion de réconciliation. Même si elles sont parfois factices. On file vers notre prochaine étape? D'accord. Très bien. En marchant, l'homme qui marche. Ouais. Vous allez vraiment montrer que vous marchez. Très bien. Ça a fait votre légende, ça, d'une certaine manière. Votre légende, le mot est peut-être fort, mais votre marque de fabrique. Oui, mais je marche plus parce que maintenant tout le monde marche. Ah oui. Et puis les caméras à grand capteur font que c'est plus difficile de... Voilà, et bon, il fallait changer de style. Bah, c'est beaucoup plus difficile de faire le point. On voit que maintenant tout est automatisé, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, ce qui n'enlève rien au talent de... Oui, le très grand talent. Comment il s'appelle déjà? Faut le présenter. C'est Romain. Romain. Oui, parce que c'est lui qui travaille. Formidable, c'est lui qui bosse. C'est lui qu'on engueule aussi si on ne voit pas et que le point n'est pas fait. Et c'est lui qu'on félicite quand il est très bien fait. Ouais. Ça va pour l'instant? Ça va, Romain? Oui? Tout va bien, merci. Ça va? Vous qui avez beaucoup travaillé sur cette question, qui êtes croyant, est-ce que vous arrivez à expliquer, et au regard de l'actualité, ça m'intéresse, que la religion amène à tuer? Vous avez travaillé dessus, vous voyez ces peuples, vous voyez ces gens qui croient en des choses. Et vous croyez. Est-ce que vous l'expliquez, vous l'expliquez? Oui, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Non, mais il y a croire et croire, et puis... oui, on a beaucoup tué au nom de la religion, mais ce sont les hommes qui tuent, c'est pas la religion. Souvent, on accuse la religion comme on accuse les idéologies, oui, elles sont en partie responsables, mais... c'est une question de philosophie de vicine, mais je pense qu'il y a une... Non, mais c'est vrai que c'est à ma génération, à moi, ça a été une grosse déception parce que on nous a enseigné la Deuxième Guerre mondiale, le génocide juif, l'Holocauste, les camps de concentration, ensuite le communisme, les camps de la mort, enfin là aussi les camps de concentration, des dizaines de millions de morts de part et d'autre, en Chine, en Russie, en Allemagne, en Pologne pendant la dernière guerre.
mondiale. Et donc je me disais à l'école, plus jamais ça. Enfin, il y avait le fameux slogan plus jamais ça. Et malheureusement, il y a eu ensuite les Khmers rouges, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, avec des hommes qui ont massacré au nom de l'idéologie, au nom de la religion, au nom de... D'ailleurs, on met évidemment beaucoup en cause aujourd'hui l'islamisme, mais la Russie orthodoxe de Poutine massacre en Ukraine aujourd'hui, en bombardant systématiquement des quartiers résidentiels ou des zones à loyer modéré, dans des villes comme Kharkiv, comme Kiev, comme... Et ça n'a pas de rapport, en tout cas direct, avec la religion? Ça que vous non, mais les chefs religieux orthodoxes appuient Poutine, quand même, malgré tout. Donc, et lui, il se prétend défenseur de l'orthodoxie. Et l'islamisme, parce que vous avez travaillé dessus. Alors oui, il y a des études scientifiques, mais humainement, vous qui voyez ces gens, qui allez dans ces territoires, est-ce que vous l'expliquez, vous le comprenez? Non, ou ça vous dépasse toujours? Vous dites, mais comment c'est possible? Non, ça me dépasse pas, parce que ça ne me surprend plus, hélas, même si ça ne cesse de m'attrister. Mais ce que vous appelez ce qu'on appelle l'islamisme, j'appelle volontiers l'islamisme en effet, il a tué beaucoup plus de musulmans qu'il n'a tué de chrétiens ou d'hindous. Voilà, donc les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans eux-mêmes, et j'ai été au chevet de tous ces musulmans dans beaucoup de pays, notamment récemment en Irak, bientôt en Syrie, voilà. Donc, vous avez été plusieurs fois dans les territoires palestiniens. Ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie, c'est mon métier. Enfin, une des raisons pour lesquelles je fais ce métier, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui provoque cet engrenage qui fait qu'une société a priori civilisée ou apaisée verse dans la violence, dans les guerres civiles. Et en fait, il y a beaucoup de mécanismes. Il y a la peur, il y a la vengeance, il y a l'instinct de mort sans doute, l'instinct de domination. Mais à un moment quand même, le vrai mystère, c'est comprendre comment, en Israël aujourd'hui, comment ces pseudo-combattants, ces gens du Hamas ou qui se prétendent du Hamas, parce que ont massacré des femmes, des enfants dans leur lit, ont massacré des hommes, enfin ont massacré des civils. C'est indicible, ça a provoqué d'ailleurs un phénomène de sidération un peu partout. Et alors justement, je suis sidéré, les gens autour de moi sont sidérés, le monde a l'air sidéré. Vous êtes journaliste, vous vivez ça, vous voyez ça. Est-ce que vous êtes plus froid face à ces événements ou jamais? Vous avez une forme de recul peut-être? Une forme de recul, oui, forcément. D'abord, quand je suis face à des choses de ce genre, ça m'est arrivé au Nigeria, après un massacre de Boko Haram, etc. J'ai un comportement d'abord de journaliste, d'entomologiste de la violence, donc il faut que je rapporte les faits. Il ne faut pas que je me laisse dominer par mes émotions. Et vous y arrivez à chaque fois? Oui, parce qu'en même temps, je trouve des survivants, je trouve des combattants, je trouve des gens qui se soulèvent contre ces atrocités, contre ceux qui les ont commises, avec beaucoup de courage, de volonté de rebâtir, de reconstruire, de repartir. Donc ça, évidemment, ça provoque à la fois du désespoir et un sentiment de vouloir résister, de vouloir surmonter tout ça. Vous y êtes allé souvent dans les territoires palestiniens, en Israël? Oui, en Cisjordanie. À Gaza, j'ai été à Gaza. Non, on a fait un document sur Gaza dans Enquête exclusive il n'y a pas longtemps. Et j'ai pas pu aller à Gaza, j'ai pas pu entrer. On a pu envoyer des équipes, mais moi, c'était compliqué parce que on m'a jamais donné de visa, j'ai jamais pu avoir l'autorisation du Hamas pour rentrer dans Gaza, donc je me suis contenté d'aller
comme c'était prévu d'ailleurs, mais je suis resté effectivement côté israélien dans ces kibbutz, ces villes comme Sderot, où les gens vivent à quelques kilomètres de cette fameuse barrière. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'à quel point ils étaient obsédés par... Ils avaient peur de la chute des roquettes, des tirs de roquettes tirés par le Hamas depuis Gaza. Mais ils n'imaginaient pas un seul instant que cette clôture soit franchie par des miliciens, par des combattants, par des terroristes. Et donc je crois qu'ils ont été d'autant plus surpris par ce qui leur est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas de plan B, quoi. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils avaient prévu de fuir face à des roquettes et à des tirs de missiles, mais ils n'avaient pas prévu d'être comme ça, attaqués chez eux par des hommes en armes, quoi, par des salopards. Est-ce que quand vous faites ces documentaires... D'ailleurs, j'avais interviewé Jean Géant, je me souviens, c'était un franco-israélien. Il avait été blessé quelques années auparavant par un tir de roquette. Et j'étais assez inquiète de ce qui lui était arrivé, lui et sa famille. Et j'ai su, récemment, j'ai essayé de le joindre d'ailleurs. Je n'ai pas pu le joindre. En revanche, un ami à lui m'a dit qu'il était sain et sauf. Et c'est tant mieux, parce que j'étais assez inquiet. C'était quelqu'un de très attachant. Et il était, ce ne sont pas des gens qui sont dans la haine ou dans la méfiance, etc. Il disait, mais moi je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, cette barrière, elle va être renversée, je pourrais travailler avec des Palestiniens. Et d'ailleurs, il disait, il y en a beaucoup qui viennent travailler, mais de moins en moins à l'époque. Et il me disait, mais quand j'ai ma cueillette de tomates, dans mes vergers, etc., je fais appel à des travailleurs thaïs. Les Israéliens faisaient appel à des travailleurs thaïs parce que les Palestiniens de Gaza ne voulaient plus venir travailler dans les champs avec les Israéliens. Quand vous faites ces reportages et que vous voyez ce qui se passe, que vous faites ces reportages pour alerter, pour informer les gens, l'opinion publique, que les choses changent, j'imagine, d'une certaine manière, et que vous voyez ça, est-ce que vous vous dites à quoi je sers? Ah non. Non Non. Ah oui, voyez, Non mais je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que quand on veut être journaliste, souvent on se dit je vais être témoin, je vais rapporter minutieusement, dénoncer, rapporter les méfaits, rapporter des uns et des autres, les injustices, dénoncer, et ça permettra d'éveiller les consciences. On le fait et parfois ça a un petit succès, mais ça ne dure pas très longtemps. Oui, il ne faut pas se dire qu'on va changer le monde. Mais bon, on pose des petits cailloux et voilà. Enfin, moi, j'ai la chance, grâce à M6, de présenter une émission qui s'appelle Enquête exclusive depuis 18 ans maintenant. Oui. Et quand on s'est lancé là-dedans, je pensais que ça durait 2-3 ans peut-être, mais pas davantage. Et en fait, c'est une émission qui est devenue hebdomadaire, qui marche bien, grâce à la confiance d'M6, aux équipes d'M6, parce que je travaille avec Vincent Régnier, Jean-Marie Tricot, Bertrand Deveau, toute une série de gens qui sont devenus des amis également, et et des producteurs. En l'utilité de l'enquête exclusive. À l'heure où on parle, il y a une vingtaine d'enquêtes exclusives qui sont soit en tournage, soit en enquête, C'est souvent les gens pensent que je fais tout. Non, je ne fais pas tout. Je présente, j'actualise, je vais sur place, voilà. On va aller tout à l'heure dans vos bureaux. Vous allez tout m'expliquer parce que ça me passionne de savoir comment vous faites pour en sortir un par semaine. Mais on en parle tout à l'heure. Parce que vous n'arrivez pas tout seul. J'imagine. Et ils sont nombreux, encore une fois, à travailler à cette édition et à faire son succès. On va par là-bas? Ouais. Est-ce que vous avez été surpris par les réactions politiques à gauche de la France insoumise après ce qui s'est passé? Oui, j'ai été surpris, bien évidemment, j'ai été surpris. Désagréablement surpris, mais enfin bon, rien ne m'étonne plus de leur part. Donc ce sont des gens qui sont enfermés dans des... ça fait partie de... Alors, on pense souvent que la gauche, c'est la générosité, c'est l'ouverture à l'autre. Il n'y a rien de plus faux. Enfin, oui, une certaine gauche, oui. Mais moi, j'ai été confronté à ma génération à une gauche très souvent sectaire. Sectaire, campée dans ses certitudes, venimeuse. Qui avait un système de pensée qui était exclusif de tout le reste, quoi. Enfin,
Je pense que la gauche, enfin une certaine gauche, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Quand Mitterrand a été élu en 80, j'avais 23 ans. Et j'ai été désespéré parce qu'il avait nommé des ministres communistes et je pense que c'était à la fois une faute de goût et une erreur au vu de ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Et en même temps, je me disais, bon, la gauche, c'est aussi la justice sociale. Oui, la gauche, c'est aussi le tiers-mondisme, l'aide au développement des pays pauvres, etc. Et puis, il y a eu des scandales liés au carrefour du développement. Il y a eu des scandales de détournement. Il y a eu aussi l'hypocrisie je me souviens du salon du Bourget, le premier salon du Bourget en 80, juste après l'élection de François Mitterrand. Il a été au Bourget, il a visité ce salon militaire, salon aérien, et il avait fait désarmer je crois que c'était les Jaguars ou les Mirages à l'époque. À titre symbolique. Ouais. Mais c'était d'une hypocrisie totale. Enfin, c'était tout pour le show, quoi, tout pour l'affichage. Mais ce combat de la cause palestinienne, et qui s'est traduit après par l'islamo-gauchisme d'une certaine manière, d'où ça vient? C'est profond. Non, mais la cause palestinienne, elle peut être parfois défendue par des gens remarquables. Oui. Moi, je l'ai connu parce que j'ai vécu au Liban quand j'étais enfant. Donc, il y avait des centaines de milliers de Palestiniens qui s'étaient réfugiés au Liban après la guerre de 67 et qui étaient dans des camps, qui étaient devenus des villes dans la ville, notamment à Beyrouth, et qui ne s'intégraient pas à la société libanaise. Pas tellement parce que la société libanaise ne voulait pas les intégrer, mais c'est parce que l'OLP les maintenait sous le boisseau. Parce que l'OLP de Yasser Arafat voulait maintenir les populations sous son contrôle pour partir à la reconquête éventuelle de ce qu'on appelait les territoires occupés, de ce qu'on appelle encore les territoires occupés. Après, ce mouvement palestinien, à l'époque, il était d'ailleurs essentiellement marxiste, financé et encouragé par l'ex-URSS. Et puis, peu à peu, il a dérivé vers l'islamisme. Enfin, il y avait des courants islamistes à l'intérieur, mais ils n'étaient pas encore extrêmement puissants. Mais au départ, c'était des courants marxistes, donc laïques. Voilà, cette gauche qui le défend coûte que coûte. Mais non, mais on ne peut pas faire des parallèles entre... Bonjour. Bonjour. On ne peut pas faire des parallèles entre hier et aujourd'hui. Bien sûr, mais... On est rue de... Ah oui, on est... Rue Racine. Rue Racine. Il y avait un cinéma rue Racine qui était... Mais là, vous m'emmenez dans un cinéma, non, c'est ça? Exactement, mais c'est un peu plus loin. C'est au bout de celle-ci. Donc, le mouvement palestinien, encore une fois, Parce que je vous ai... Il y a deux choses. Il y a l'analyse du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe, parce qu'il s'est étendu bien au-delà de la cause palestinienne. Et puis, est-ce que ce qu'on appelle... Et puis aujourd'hui, ce qui s'est passé ces jours récents, qui est épouvantable, lamentable, c'est du terrorisme, c'est de l'horreur absolue, c'est immonde. Enfin, je veux dire, aucune cause ne mérite, ne justifie ce qui s'est passé. Donc mettons de côté la cause palestinienne. Voilà. Mais la défense et le fait de ne pas nommer, par exemple, comme le fait une partie de la gauche, ce qu'il s'est passé, ne pas condamner, ne pas utiliser le mot terrorisme. Est-ce que cette gauche est complètement aveuglée et est-ce qu'une époque... Oui, après c'est du calcul. Enfin, non, mais moi je vous dis des choses, je ne crois pas que je puisse avoir une analyse très originale sur la question parce que tout ça c'est ressassé, redit par des politologues. Je vous ai entendu parler par exemple à une époque, je vous ai entendu dire qu'il y a eu à une époque un islamo-progressisme et un palestino-gauchisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'intéresse cette notion-là. Expliquez-moi ça. Oui, mais ça c'est dans le mouvement des idées, dans la manière dont la politique française s'est saisie de ces événements qui se passaient à 3 ou 4 000 km au Moyen-Orient et qui étaient analysés par des gens confortablement installés ici à la Sorbonne ou ailleurs et qui étaient loin des réalités. Enfin, moi j'ai vécu le début de la guerre au Liban et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, c'est parce que je trouvais détestable la manière dont les journalistes français, enfin un certain nombre d'entre eux, couvraient ce conflit. Et on le résumait à une opposition entre
riches Libanais chrétiens et pauvres musulmans. Alors que je connaissais cette société et que je voyais bien que les riches étaient dans les deux camps et il y avait aussi des chrétiens très pauvres. Et donc on plaquait l'analyse française ou le prêt-à-penser idéologique marxiste sur le Liban alors que ça n'avait rien à voir, quoi. Voilà. Donc, cette notion d'islamo-progressisme, expliquez-moi ça. L'islamo-progressisme, c'est comme ça que l'AFP appelait les mouvements la naissance du Hezbollah. C'est la naissance du Hezbollah dans les années 80 qu'on a parlé d'islamo-progressisme. Je me souviens, je crois que oui, j'ai écrit un livre là-dessus où je parlais de ces événements. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était effectivement cette notion d'islamo-progressiste, c'est-à-dire que le Hezbollah, enfin les mouvements islamistes prenaient le contrôle de Beyrouth Sud, du sud de Beyrouth, la capitale libanaise, et ils fermaient les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, obligeaient les femmes à porter le voile, etc. Et on trouvait que c'était un mouvement de libération, notamment dans l'IB, mais aussi dans même l'AFP, je me souviens des dépêches de l'AFP, parlant des islamo-progressistes prenant le contrôle du sud de Beyrouth. Parce que pour eux, c'était progressiste. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces mêmes journalistes qui n'avaient aucune indulgence pour le christianisme et pour le catholicisme avaient toutes les indulgences pour l'islamisme. Et ça continue en fait, aujourd'hui encore. C'est ça qui je trouve intéressant chez vous, c'est que ça ne vous empêche pas de critiquer la politique de l'État d'Israël. Pourquoi il est impossible, d'une certaine manière, pour certains, d'être dans la nuance et de condamner? Pourquoi humainement, c'est quand même fascinant. Oui, mais parce que c'est un conflit, effectivement, où les tensions, les tragédies sont... D'abord, c'est un tout petit territoire. Ouais. Enfin, moi, je fais partie des journalistes qui ont eu la chance d'y aller. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite incise en disant que malheureusement, moi j'ai la chance en tant que journaliste d'avoir été dans tous ces pays. Donc je pense qu'on ne peut pas, on a beau avoir lu tous les bouquins de la Terre, avoir été aux presses universitaires de France, avoir lu des bouquins de sociologues, d'analystes politiques, fait de l'histoire. Si on ne va pas dans un pays, on ne comprend pas. Il faut ressentir les choses. Et voilà, c'est pour ça que je vous demande. J'entends sur les plateaux depuis 4 jours des spécialistes, des analystes. C'est ce que je cherche à comprendre chez vous. Chacun son métier. Oui, mais l'humain, c'est bien sûr. Là, le ventre, quoi. Ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Oui. Non, mais pour revenir effectivement à la couverture du conflit, comme j'ai pu le faire, il se trouve qu'en effet, j'ai fait un film qui était sans indulgence à l'égard du Gaza et du Hamas. Je racontais à travers des équipes qui ont été sur place comment le Hamas a mis en coupe réglée ce territoire et cette population, allant jusqu'à installer des garderies d'enfants ou des crèches près des endroits où ils stockaient les munitions, sachant que les Israéliens savaient que ça allait sans doute les empêcher de bombarder. Ou alors le fait que les Israéliens bombardent, ça permettait ensuite au Hamas de dire « Ah, regardez, c'est épouvantable, ils ont tué nos enfants, etc. » C'est de la propagande immonde. Et par ailleurs, j'ai dénoncé effectivement la politique israélienne dans les territoires occupés, mais notamment en Cisjordanie. Comment on a transformé ce territoire en gruyère pour empêcher la constitution d'un véritable État palestinien. Et à l'époque, je me souviens, j'étais traité d'islamophobe par un certain nombre de gens et j'étais d'ailleurs sous protection judiciaire. Et j'étais aussi traité d'antisémite par un certain nombre de gens. Et là, on se dit qu'on a bien fait son boulot. Avec une grande violence. On se dit qu'on a bien fait son boulot, non? Oui, mais c'est une maigre consolation parce que c'est une telle violence qu'on le ressent comme une injustice. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent les passions l'emportent. Et les passions tristes. Le Champeau, ça c'est quelque chose. Oui. Vous aimez le cinéma? J'aime beaucoup le cinéma, j'y vais moins maintenant, mais j'y allais beaucoup quand j'étais étudiant. Et je venais souvent ici, ouais. Comme tous ceux qui ont fait la légende de Cieux. Je suis venu ici de temps en temps avec un de mes fils, ouais, j'ai emmené voir
La 317e section. Ah oui. Ouais. Et puis la section Andersen aussi. Ah, j'ai pas vu la film. Ouais, 317. très beau film. On rentre? Ouais. Mais la 317e section, c'est Schoendorfer. Bien sûr, avec la Perrin. section Andersen d'ailleurs, avec Jacques Perrin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci. Les éditions de minuit, évidemment. Eh oui. Bah oui. Champeau, édition de minuit, Oui. ça, en général, c'est un truc qui va bien, quoi. Eh oui. Ça va? Deleuze ou Coltès, généralement. Oui, ça va très bien, et vous? Ouais, très bien. On peut descendre? Oui, bien sûr, le ciel étoilé vous attend. Ah, magnifique. Sympa, merci. Merci Bonne beaucoup. séance. Merci. D'où est né votre amour pour le cinéma? Il est né en Italie, Ouais. dans un cinéma qu'on appelait le Cinema della Parrocchia, le cinéma de la paroisse, où mes parents m'envoyaient le dimanche après-midi. Et donc j'ai vu tous les films fin des années 60, Ouais. Dino Risi, Comencini, etc. Scola? Scola et Torre Scola, bien sûr. Ouais, nous nous sommes tant aimés. Exceptionnel. Avec Gassman. Nous nous sommes tant aimés avec Gassman, ouais, Avec bien cette sûr. scène que j'adore, Bien sûr. qui est Et Stefania Sandarelli. quand il ment au début du film pour pas avouer à son ami ce qu'il est devenu. Ah bah oui. Incroyable. Ouais. J'adore ce film. Ouais. On entre? Ouais. Ah oui, le ciel étoilé. On s'est assis Alors au peut-être. cinéma, moi en général, j'aime bien être devant. Moi aussi. Ah bon? Devant et plutôt sur un côté parce que comme je suis assez grand, je mets les jambes dehors. Ah bon? Ah oui. Vous verrez, avec l'âge, on se met sur le côté pour pouvoir aller pisser. Si jamais on a... Bon, allez. Allez, il faut que je garde mon... Ah, je vais parce que bien sinon, obligé. je vais perdre mon... Aïe, aïe. Est-ce que quand on réalise des films, des documentaires, je fais un lapsus. Moi, je produis, hein, je réalise pas. Enfin bon, Oui. je réalise un peu parce que effectivement, je suis beaucoup en tournage, donc je me mêle aussi un peu de réalisation, mais... Est-ce que l'info a besoin d'être mise en scène, comme au cinéma? Ouais, je sais pas, ça dépend de ce qu'on appelle mise en scène. Ouais. Réaliser, c'est faire des choix. Donc en fiction comme dans la réalité. Quand vous êtes confronté à la réalité, vous faites des choix. Des choix d'angle, à la fois des choix d'angle sur le documentaire et sur les questions que vous traitez, et sur le pays ou sur le conflit que vous couvrez. Forcément, vous faites des choix. Et après, il faut installer un récit. Il faut raconter le récit. Il faut raconter sans distordre la réalité, mais en essayant d'être le plus représentatif possible de cette réalité, de sa complexité. Vous parliez de nuances tout à l'heure, il faut être évidemment dans les nuances. Et c'est un exercice passionnant. Est-ce qu'on peut être tenté parfois de mentir un peu, de rajouter un peu pour avoir un bon doc? Est-ce que ça vous est déjà, sans le faire, est-ce que vous êtes déjà posé la question en disant non, je rajoute une séquence un peu? Non. Parce que c'est souvent ce qu'on peut reprocher parfois de faire du sensationnalisme et de chercher la séquence qui n'est pas forcément représentative d'une réalité. C'est parfois peut-être difficile. Non, mais ce que vous appelez le sensationnalisme, enfin bon, ça renvoie, c'est un procès qu'on faisait à la télévision autrefois. Enfin, je crois que c'est un terme qui n'est plus employé. Donc voilà, il faut avoir le sens du récit. C'est ce que je disais ce matin. Vous savez, j'ai créé un média qui s'appelle Réel Média, que je vous recommande. Ce sont des vidéos sur les réseaux sociaux sous la marque Réel Média, qui est un média généraliste qui a pour vocation à mettre en valeur l'esprit d'innovation, la solidarité, l'engagement, et délibérément avec un ton positif pour sortir du catastrophisme ambiant. Et donc on a une jeune rédaction, et je leur disais ce matin, on est aussi un média généraliste, donc il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, parce que c'est dans toutes les conversations, dans toutes les têtes. Et je leur disais, le journalisme, c'est aussi raconter. Et en vidéo, à la télévision, sur les réseaux sociaux, mais aussi à la radio, en presse écrite. Enfin, vous avez fait une école de journalisme, donc en presse écrite, c'est l'accroche d'un papier. Comment accrocher son lecteur?
comment lui raconter, voilà. Et donc on se rend compte que finalement le récit, il est d'abord à hauteur d'homme. Donc voilà, l'accroche, c'est l'anecdote qui va faire sens. Et quand vous faites un papier radio, c'est la même chose. Quand vous êtes reporter, que vous êtes à l'autre bout du monde et que vous racontez les choses, il faut montrer par il faut retenir l'attention. Ouais. Et ce que vont retenir les gens, c'est la petite histoire dans la grande. Donc, mais c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme le journalisme. Vous lisez Kessel, Joseph Kessel, Albert Londres. Voilà, il faisait du sensationnalisme, entre guillemets, même si je n'ai pas ce terme. Encore une fois, c'est un terme qu'on a utilisé à une époque pour faire le procès de la télévision, c'était absolument ridicule. Certains. En tout cas, moi je suis content. Le procès de la télévision, mais certains, par exemple, sont tombés dans le piège. On se souvient par exemple de PPDA qui avait trafiqué une interview de Castro, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça c'était effectivement une grosse erreur. Qu'il a reconnu d'ailleurs, je crois. Mais non, je livrais ce genre de choses. J'espérais pas que vous me disiez si, ce reportage il y a une dizaine d'années, bon. Non. Retourner dans les studios. Non, on est très vigilants, La télévision, en fait, c'est... je pense qu'on peut faire beaucoup plus confiance. C'est marrant parce que quand on fait les sondages, en général, les gens font plus confiance à la radio qu'à la télévision. Ouais. Et la télévision vient derrière. Et en fait, la télévision, je dis souvent, c'est un métier d'artisan qui se fait à plusieurs. Donc il y a le réalisateur, il y a le caméraman, il y a le preneur de son, il y a le rédacteur en chef, il y a le producteur. Après, il faut mixer le sujet, il faut équilibrer les images, il faut faire tout un travail de post-production qui prend du temps et qui fait intervenir plusieurs métiers. Et notamment, et en dernier lieu, souvent, le métier, au-delà du métier du rédacteur en chef ou du programmateur de la chaîne, c'est le juriste qui intervient. On va dire, attention, là vous avez dit ça, mais est-ce que vous avez vérifié? On risque pas d'avoir, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un procès, etc. Donc c'est un métier qui se fait à plusieurs. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à la télévision, une minute de télévision, un documentaire qui passe à la télévision, il a été regardé mais des dizaines et des dizaines de fois avant de passer à l'antenne. Donc les erreurs, elles sont en général... Alors après, il y a la mauvaise foi, il y a le parti pris, il y a des émissions qui pratiquent un certain nombre de choses que moi je ne pratiquerai pas moi-même, ça c'est clair. Vous savez ce qui passe? C'est-à-dire je ne joue pas au procureur, je ne joue pas au justicier, comme certaines émissions. Ouais. J'attends de vous poser la question, restez avec nous, il nous dira tout à l'heure. Vous savez ce qui passe au Champeau, Bernard de la Villardière ce soir? Non, pas du tout. La Combe Lucien. Ah, la Combe Lucien, ouais. Louis Malle. Bah oui. Vous m'avez demandé sur toute une série de films, lequel je... Ah oui, et pourquoi celui-là? Parce que c'est un film qui est sorti dans les années 70, début des années 70, j'avais 16-17 ans. Et justement, sur l'engagement, il fait réfléchir, et il donne beaucoup d'humilité, et il incite à la prudence. Ouais, y compris dans le jugement du passé. Bah, la Combe Lucien, c'est un jeune garçon qui a, je crois, 16-17 ans et qui veut s'engager dans la résistance. Et puis dans la résistance, on lui dit non. Et finalement, par dépit, et puis par jalousie, ou par amour aussi, parce qu'il est amoureux, je crois, d'une fille qui s'appelle, qui est la comédienne Aurore Clément, qui était belle comme le jour. Il dénonce ceux qui lui ont dit non. Il dénonce ceux qui lui ont dit non et il finit par entrer dans la milice. Et donc, ça me rappelle la chanson de Jean-Jacques Goldman sur la Neustadt. Comment ça s'appelle cette chanson? Ah oui. Je crois que j'ai repris les paroles là, parce que je savais que j'avais j'avais évoqué ce film. Et j'aime bien... J'aime bien les paroles de cette chanson. Où est-ce que je vais les retrouver? Je ne suis pas sûr. C'est laquelle, Goldman? Est-ce qu'on peut trouver ça? Je les avais prises en photo. Bah, non, mais il suffit de regarder. On a ah ben non, on n'a pas d'internet. Né en 17 à l'Edenstadt. Né en 17 à l'Edenstadt, ouais. Je vais mettre les paroles. Ah, vous avez le Wi-Fi, vous? Parce que moi, j'ai pas de... J'ai un peu de 4G.
Non, mais il y avait cette fameuse... Est-ce qu'on les pourvu que je n'ai pas à choisir. Contexte de la chanson, analyse... Ah, j'ai pas les paroles, là. Non. Attendez, je vais les trouver. Paroles, mettez les paroles. Hop. Né en 17 à Lennestadt, c'est ça? Ah oui, c'est ça. J'aime bien cette chanson. Mais d'ailleurs, j'aime bien Jean-Jacques Goldman. Mais... on ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences, l'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau, ou le pire ou le plus beau. Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau? S'il fallait plus que des mots et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps d'avoir à choisir son camp. Alors, moi je suis du genre à choisir mon camp, mais cette chanson, je trouve qu'elle est, elle est intéressante. Et en 1974, Louis Malle dénonce, parce qu'à l'époque, alors il n'y a pas de doute, la France a été résistante. Et Louis Malle, Bah non, mais ça c'est la légende, ça. Oui, mais ça, à cette époque-là, la légende... Il fallait réconcilier, il fallait rebâtir le pays, il fallait réconcilier les Français, il fallait éviter à la fois le communisme et la mainmise américaine sur la France. Et donc on raconte, voilà, enfin il faut des mythes fondateurs pour faire repartir un pays. Et donc le mythe fondateur, c'était, enfin le mythe en tout cas qui permettait de ressouder le pays, c'est de dire, voilà. Et l'histoire a évolué. À l'école, on a appris les choses différemment. Il y a eu jusqu'en 44-40 millions de pétainistes. Ouais. Hélas. Enfin voilà, ce qui fait que j'ai un vrai attachement à mon pays, hein, mais c'est vrai que je sais qu'il peut mal se comporter. Mais ça c'est... Est-ce que c'est aussi l'histoire de tous les peuples, hein, donc voilà. Enfin, moi je pense d'ailleurs que finalement l'histoire elle est faite par des hommes, elle est faite par, j'allais dire, des élites, elle est faite par quelques-uns qui portent un pays. Et puis le reste suit bon an mal an. Et donc je pense que quand on a la chance d'avoir une culture, d'avoir une vie un peu préservée, etc., il faut aussi donner un peu l'exemple, parfois. Ces mythes qui ont été déconstruits à l'école, au fur et à mesure, les programmes ont changé. Il fallait déconstruire certains mythes, par exemple autour de la position de la droite, de la gauche, ça a non, mais il y a un autre mythe, c'était que la gauche était résistante et que la droite était collaborationniste. C'est faux, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de résistants à droite. La chambre qui a donné le plein pouvoir à Pétain était une chambre à majorité de gauche. Et on l'a effacé des livres d'histoire, par sectarisme et par volonté de manipuler, volonté de cacher la réalité. Est-ce que ça se ressent encore aujourd'hui? Oui, je pense encore que oui, ça se ressent encore aujourd'hui dans le débat politique, oui, absolument. Oui. Moi, j'ai vécu en tant que journaliste. Moi, je suis journaliste, je n'ai jamais été militant dans un parti politique. Mais je suis né en 58, j'ai lu Solzhenitsyn dans les années 70, donc j'étais anticommuniste, ce qui fait que j'étais plutôt pour l'économie libérale, pour l'initiative privée, parce que je voyais bien ce qui se passait dans les économies socialistes et la croissance économique incroyable qu'on a connue dans les pays occidentaux et dans les pays libres. Donc j'étais plutôt à droite. En même temps, le capitalisme n'est pas un système, n'est pas une idéologie, c'est un système économique. Et donc, comme disait Marx, il faut une infrastructure, soit le marxisme, soit le capitalisme, et au-dessus, il faut une superstructure, il faut quelque chose, il faut des valeurs. Donc on a travaillé en France, ça a été ce qu'on a appelé les valeurs républicaines, mais qui est devenu un mot creux au fil du temps parce qu'on ne les a pas fait vraiment vivre, on ne les a pas défendus, notamment à l'école. Et c'est comme ça qu'on a laissé prospérer des contre-idéologies, et notamment cette idéologie islamiste qui aujourd'hui a pénétré dans certains quartiers par lâcheté républicaine, par lâcheté de ceux qui font l'école, par lâcheté, enfin, et encore une fois, je ne veux pas embrasser tous les professeurs là-dedans, ni tous les éducateurs, etc. Parce qu'il y a des gens remarquables. Aujourd'hui, on dit toujours... Mais on s'est soumis par volonté de ne pas faire de vagues,
par lâcheté, par manque de courage, par haine de soi, par pas mal de choses. Et voilà ce qui aboutit aujourd'hui à un pays qui, à mon avis, est profondément en crise. La France est un pays profondément en crise. Et moi, je suis de ceux, à travers Enquête exclusive, etc., qui a essayé de montrer du doigt ce qui n'allait pas. On m'a tapé dessus, on a souvent critiqué l'émission. Je me souviens qu'à une époque, on disait « Ah oui, c'est l'émission ils sont obsédés par la drogue ». Bah oui, on parlait de mafia, on parlait de trafic de drogue, on parlait des dégâts commis par la drogue auprès des jeunes, et pas seulement en France, mais aussi partout ailleurs. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, on parle d'écologie, et tous les militants écologistes qui fument des joints ou qui s'envoient des rails dans le nez, des rails de coke. Il faut savoir que la culture de la coca en Amazonie détruit énormément la forêt. Donc tous ces gens qui défilent pour la défense de la forêt amazonienne et qui s'enfilent des rails de coke, ben ils sont en fait complices d'un système qui ruine la forêt amazonienne et qui réduisent à l'état de servage les paysans amazoniens. La convulsion a commencé. On regarde un moment. Mesdames, Messieurs, nous vous voyons écouter à présent une fausseté de M. Philippe Henriot, Les revanches de l'histoire. Rien n'est plus curieux pour quiconque écoute les radios de la dissidence, constater l'admirable et sereine communauté des gens de votre. Car il n'est plus nécessaire d'essayer de différencier Radio Londres, Radio Alger ou Radio Brazzaville. Le ton, le style, le vocabulaire, tout cela nous est depuis longtemps familier. Et nous retrouvons dans chacune de ces productions la marque de fabrique. Je ne parviens pas à faire disparaître la couche de vernis nationaliste ou même religieux, laquelle on charge de temps en temps un spécialiste de la discipline. Seulement, il faudrait pour que cette propagande porte pas, qu'elle ne constitue pas un défi permanent au bon sens, que ces gens injuriques soient, pourraient leur en vouloir, personne n'attend d'eux des arguments. Mais vous savez qu'il a eu un destin tragique, ce garçon. Oui, parce qu'il est mort d'un accident de voiture un an après la sortie du film. Ouais. Il avait 23 ou 24 ans, je crois. Alors, vous savez qu'ici, tout se fait la projection est numérique maintenant, mais... Bah, depuis pas longtemps, hein. Oui, c'est ça. Alors, regardez. Je crois que ça a commencé en... Ouais. Bah oui, il n'y a plus les... Ça va? Ça va et vous? Bah, autrefois, c'était ça. Eh oui, à l'époque c'était ça. Mais on est toujours équipés. Ah oui? Et ben, notamment pour la dernière nuit cinéma qu'on a fait, on a passé toute une nuit au Choco, enfin plutôt mon collègue Olivier, a projeté 2 films en 35 mm. Mais parce que c'était des films d'autrefois qui n'avaient pas été numérisés en fait? Tout à fait, ouais. Bah, et c'était quoi? C'était lesquels? Alors il y a Cairo, et le deuxième c'était Le Sixième Sens. Ah oui. Et en fait les distributeurs peuvent nous envoyer des copies. Le Sixième Sens, c'était qui ça? C'est avec Bruce Willis. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Le Sixième Sens, c'était toujours en 35. Ouais. En fait, on est passé en numérique. Le film de Bruce Willis où il est mort et on ne le comprend que très tard. Exactement. Ouais. Et là, donc là, vous pouvez voir toute la cabine. Donc on est équipé en numérique, mais aussi en argentique, si vous voulez explorer. Et donc on ne pourrait pas refaire un film comme Cinema Paradiso? Vous connaissez ce film? Ah bien sûr, j'ai adoré. C'est exceptionnel, non? C'est un film qui donne même envie d'être projectionniste, je dirais. Non mais c'est un film extraordinaire. C'est très beau ce film. Très beau. Où il coupe... Avec un réalisateur italien. Les images un peu censurées. Où les gens s'embrassent. Pas ce qu'il en fait, mais... Un peu olé olé. Ouais. Et si vous voulez... C'est avec Jacques Perrin d'ailleurs. Absolument. Ouais, qui nous a quittés trop tôt, il y a un an. Qui joue l'enfant. J'aimais beaucoup cet homme. Non, ah non, il joue l'enfant qui a vieilli. Oui, voilà, pardon, ça vous avez raison. Oui, il y a un enfant qui le joue jeune. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, ça commence où il dort et puis ce téléphone sonne et on lui annonce la mort de... Exactement. Il y avait l'annonce de la mort d'un homme qui a fait toute sa jeunesse et qui était le projectionniste du cinéma de son village. Mais c'est pas noir. Et c'est noir, c'est ça.
Et ça me renvoie, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai appris la mort d'un fermier qui était dans une ferme tout près de chez moi à la campagne. Et Henri Ginet, et il est mort à 90 et quelques années, et c'est un homme qui m'a accompagné, enfin que j'ai accompagné durant des étés dans les champs, à ramasser les pommes de terre, à brûler les chaumes, etc. Qui apprenait un métier extraordinaire. Mais il a fait mon enfance, il a fait les étés de mon enfance. Et ça m'a beaucoup ému quand j'ai appris sa mort, d'autant que depuis 2-3 ans, je me dis il faut que j'aille le voir, et puis il est mort sans que j'ai eu le temps de le revoir. Donc il faut aller voir les gens qu'on a envie de revoir et les gens qui ont peuplé votre enfance avant qu'ils ne disparaissent. L'argentique passe. Vous avez des pellicules là par exemple? Bien sûr. Alors là par exemple vous avez une colleuse que mon collègue a utilisée pour préparer la séance 135. Ouais. Donc là je crois que c'est juste une annonce, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et là vous avez les plateaux juste ici. Je sais pas c'est un peu étroit. Hein. Mais vous allez les garder longtemps encore ou c'est des objets que vous gardez comme ça par nostalgie ou par souci de... Parce que de la nostalgie c'est vraiment le savoir-faire. D'ailleurs mes collègues ils sont en train de me former moi-même au 35 et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre. Et c'est pour ça qu'on fait aussi des séances 35 et qu'on incite les distributeurs à nous envoyer des copies 35. Parce qu'il faut que ce cinéma organique et ce cinéma d'antan, encore plus dans les cinémas de patrimoine, il continue de vivre et c'est pour ça que tout marche encore. Et là vous avez d'ailleurs encore la petite lucarne qui permet de voir si la projection se déroule bien. On est pleinement équipé pour en projeter. Dans Cinéma Paradiso, il oublie un moment de regarder et la pellicule prend feu parce qu'il fait d'autres choses dans la... Mais il y a quelque chose d'assez hallucinant aussi dans le cinéma, c'est une exception, je crois, internationale. C'est que, en fait, je crois que c'était le grand-père de mon responsable actuel. Il avait inventé un système de projection dans l'autre salle et la projection était faite par le plafond. D'accord. Et en fait, il y avait un miroir incurvé en dessous qui permettait de rediriger le faisceau lumineux vers l'écran. Et c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, pour vous dire, tout l'amour du celluloïd qu'il y a dans le cinéma, c'est pas quelque chose qu'on risque d'abandonner, même si aujourd'hui, pour des raisons financières, tout est, et aussi pour des raisons pratiques, tout est fait en numérique. Mais en tout cas, c'est un autre système. C'est tellement agréable. Mais alors, est-ce que l'image est différente? On voit autre chose, L'image est différente. Alors après, par exemple, quand vous voyez une projection numérique, c'est une projection où les images ont été restaurées. Et donc, certes, les couleurs ne sont pas exactement pareilles, mais l'idée du numérique, c'est de se rapprocher le plus possible de la chaleur et des couleurs que nous conférait la projection argentique. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais la progression technique nous permet de nous rapprocher d'une qualité à la pellicule. Enfin, moi, c'est ce dont j'ai envie de croire. Mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Déjà, on palpe pas le film. Et alors, il y a un cinéma mythique de mes années étudiantes, c'était la boîte à film. Donc vous ne connaissez pas, donc vous avez... je le connais, mais ça a dû avoir un boîte à film, c'était avenue de la Grande Armée. D'accord. Et alors on diffusait Mort, pas des Rolling Stones ni des Who, mais des Pink Floyd. L'importance, c'est d'aimer, Zulawski, Robin Schneider et Fabio Testi. J'adore ce film. Je crois que c'est le seul film où j'ai pleuré dès la première scène. Ah oui? Avec la scène de Romy Schneider où elle se fait prendre en photo. Non, ne me filmez pas, ne me filmez pas. Ouais, exactement. Délivrance. Avec Burt Reynolds. Ça, c'est des pures conversations cinéphiles qu'on peut avoir, pas dans la cabine, mais parce qu'on n'accueille pas les spectateurs, mais devant. C'est pour ça que je fais ce métier, quoi. C'est ça qui est du pur régal. Mais alors, ces films, vous les projetez? Vous continuez de les projeter ici de temps en temps? Ouais, en fait, ça dépend des cycles. En ce moment, par exemple, on projette Mario Bava et Louis Malle. Et en fait, on projette tout le cycle de Louis Malle. Et pour moi, si vous voulez, la salle 1 et la salle 2 du Champeau, et on pourrait même élargir à toutes les salles de cinéma de patrimoine, pour moi, c'est des machines à remonter le temps. Et oui, on les projette encore. Je sais pas quand, la dernière fois qu'on a projeté un Zulawski, mais on va projeter, je crois, dans le futur Possession, par exemple. Ah oui. Mais, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour l'importance c'est d'aimer.
je travaillais avant donc, au cinéma Saint-Lambert et j'ai cru comprendre que la scène, juste après la scène de Romy Schneider dont on parlait, était tournée dans les toilettes du cinéma Saint-Lambert. Je sais pas si vous le connaissez. Dans le 15e. Voilà, c'est même les cinémas font partie de l'histoire du cinéma. Et le Champeau, qui était la salle de. Est-ce que c'est vrai que Truffaut disait je suis là cet après-midi, vous voulez un rendez-vous, vous venez, je passe mon après-midi au Champeau. Je crois que c'est vrai. Dans L'importance et l'aimer, il y a aussi Jacques Dutronc, remarquable. On a eu des beaux spectateurs et je crois les spectateurs qu'on a même, on a envie de les faire aimer le cinéma et peut-être même on a envie que nos spectateurs deviennent des cinéastes. Moi c'est comme ça que je le vois mon métier. Mais ils viennent, c'est les plus jeunes, voir ces films des années 70. Ah, mais alors, moi, je travaille ici depuis quelques semaines, quelques mois, mais j'ai été extrêmement impressionné de voir à quel point je vendais des billets moins de 26 ans et tarif réduit. Par exemple, la séance qui marche le mieux en ce moment, c'est la séance de 21h à Paris, Texas, où je crois sur les 60 billets qu'on vend, il y en a 80% qui ont moins de 26 ans. C'est Wim Wenders. Ça, c'est Wim Wenders, mais pour vous donner un exemple par exemple, moi ça me fait extrêmement plaisir de voir ces jeunes et ces moins jeunes qui vont au ciné, c'est fantastique, c'est une machine à remonter le temps. Ouais, c'est super, non mais parce que c'était des films qui donnaient les alphabets de la vie d'adulte aux adolescents en fait, c'était des films d'initiation au monde des adultes. L'alphabet de l'amour, l'alphabet de l'engagement, des relations entre adultes, du monde professionnel, comment on éveille une vocation, enfin voilà, les forces et faiblesses de la nature humaine. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, le cinéma est plus... on renvoie à une dynamique beaucoup plus simplette souvent. Vous voulez dire les films qui sont faits aujourd'hui? Ouais. C'est vrai que moi je travaille dans un cinéma de patrimoine, donc je sais même. Mais c'est vrai que les films d'aujourd'hui. Plus se détruire ou être détruit, c'est souvent le culte de la violence. Déjà je trouve qu'à part quelques cinéastes comme Gaspard Noé par exemple, je pense à lui, mais il y a moins ce côté où par exemple La Combe du Chien il était considéré comme subversif à sa sortie. Je crois qu'on a moins ce goût d'être subversif et de se dire qu'à la limite, le cinéma il peut nous apprendre, nous confronter à des peurs et à des choses qui vont nous faire réfléchir, pas tout de suite. D'ailleurs, il y a ce moment de digestion qu'on peut avoir après la séance, qui est parfait dans ce quartier. On peut digérer d'ailleurs chez un libraire, dans le boulevard Saint-Michel, il y a ce moment où on digère le film, et je trouve que ça, on l'a moins effectivement dans le cinéma. Gaspard Noé, alors moi j'adore, Réversible par exemple, je trouve ça extraordinaire, mais la subversion pour la subversion, est-ce qu'elle a une utilité réelle? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire que Gaspard Noé parlait de films subversifs parce que parce qu'à cause du parcours de La Combe du Chien qui. Oui, mais Louis Malle n'a pas fait que des films subversifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le moment est à ce film-là, il le fait, mais il se dit pas avant de commencer son film, avant de commencer n'importe quel film. Et c'est ce que je peux reprocher par exemple à Gaspard Noé, de vouloir faire un film coûte que coûte un film subversif. Louis Malle aimait bien les sujets qui bousculaient l'opinion public dans ses certitudes. Et notamment, je pense à son dernier, Gaspard Noé, Vortex, qui est l'histoire de deux personnes âgées qui sont en train de mourir ensemble. Moi, par exemple, dans ce film-là, j'y ai pas vu de subversion et j'ai trouvé ça très beau. Et je suis d'accord avec vous pour vous dire qu'un film subversif pour un film subversif, c'est dommage, mais parfois, en rapport avec l'époque, par exemple, dans Le Feu Follet, on parle du suicide avec de manière aussi directe. À mon avis, même si c'est pas mon époque, je pense qu'il y avait une forme de subversion là-dedans. Et moi, aujourd'hui, en revoyant ce film au Champeau il y a quelques mois, même peut-être plus, j'ai été super ému et je trouve que la subversion c'est avec Maurice Renet, non? C'est Maurice Renet, non? C'est Le Follet. Je crois, j'ai envie de dire de bêtises, c'est vous qui devez avoir raison. Bon, alors pour les grandes conversations cinéma, on revient au Champeau et Arsène est là. Avec grand plaisir. Vous avez fait quoi comme études? Moi, j'ai fait des études de philosophie. Et j'ai pas fait particulièrement d'études techniques dans le cinéma, j'ai fait un master de cinéma, mais c'était théorique on va dire. Sinon moi ce qui m'a toujours passionné c'est la philosophie et je vous parlais de Deleuze tout à l'heure. Pour moi mon vrai choc ça a été Deleuze qui parle de cinéma. Ça m'a fait revoir un peu tous les films que j'avais vus dans ma tête et je me suis dit le cinéma c'est presque une matière à penser et pour compléter ma formation, devenir projectionniste, c'était toucher le film avec mes mains et pas avec mon cerveau. Je suis hyper heureux ici, pour tout vous dire. Et je sens que vous avez envie de faire du cinéma. Et voilà. Évidemment. Bon, à bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. C'est très gentil de nous accueillir ici. Merci beaucoup, Arsène. Avec plaisir. Au revoir. C'est là le moment où il demande à son prof de
de le faire entrer dans la résistance et qu'il refuse. Ouais. Moment de bascule. Et il suffit de pas grand-chose parfois dans ces périodes de conflit, dans ces périodes de... C'est ce qui doit inciter à l'humilité quand on juge 20 ou 30 ans après une époque. Évidemment, sans non plus se montrer indulgent à l'égard des gens qui sont comportés comme des salauds, mais et de manière... Bon, on a vu la fabrique du cinéma, on va à la fabrique du documentaire, du reportage. Ouais. D'accord. C'est votre QG. Jusqu'à quelle heure vous pouvez travailler pour faire un doc? Parce que vous devez en rendre un tous les dimanches, enfin. Oui, non mais encore une fois, il y a plusieurs producteurs, je ne suis pas le seul producteur. Donc, et les films qu'on diffuse les dimanches soirs, ils sont déjà à M6, estampillés, visionnés par le service technique, plusieurs jours à l'avance. Ah, c'est nous ça? C'est nous ici. Okay. Je vous laisse entrer de l'autre côté. Ouais. Vous avez de l'eau? Oui, bien sûr, il y a de l'eau dedans. Bon, direction Neuilly. Alors... C'était bien hein, de voir ça. Oui, c'était sympa, c'était bien. Hein. Oui, c'est vrai que c'était bien. Il y a longtemps que je n'avais pas été dans une salle de projection. De projectionniste. Merci Arsène. Merci, au revoir. En plus, il s'appelle Arsène. Oui. Un nom commun. Vous avez annoncé il y a quelques années que vous aviez un cancer. Et je l'ai vu tout à l'heure, j'y ai pensé parce que j'étais de l'autre côté. Annoncé, oui. Oui, ça vous ne l'avez pas annoncé, c'est pas une annonce. Un cancer, il se trouve que j'ai eu l'occasion de le dire, je ne sais plus pourquoi et comment, mais bon bref. Et j'ai préféré devancer les questions, la rumeur. Ouais. Et puis voilà, bon, il y a toute une série de gens, je pense que du cancer, les choses ont un peu changé aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous disiez, vous dites... C'est plus une maladie, je me souviens encore du moment, mais ça existe encore, hein. On parle de longue maladie, il est mort d'une longue maladie, et on ne parle pas de cancer. Comme si c'était honteux. C'est moins le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, on ne parlait pas de cancer. Oui, écoutez, c'était pas un très bon cancer, mais les choses vont bien aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je suis sous surveillance, régulièrement. Et plus le temps passe et plus les nouvelles sont encourageantes. Ouais. Est-ce que ça vous... J'ai bénéficié d'une immunothérapie. Ouais. Et donc de l'avancée de la médecine en la matière, puisqu'on a découvert aussi les vertus de l'immunothérapie dans la lutte contre le cancer. Il se trouve que l'immunothérapie a manifestement bien marché sur moi. Et voilà. Est-ce que ça vous fait changer? Parce que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, parce que vous dites oui j'ai un cancer, mais en fait ça arrive à des centaines de milliers de personnes chaque année. Ah, oui. Donc je ne suis pas un cas isolé. Il se trouve que je suis une personnalité, donc ça peut se savoir et je préfère le dire, mais je ne veux pas en faire une affaire, quoi, une histoire. Ce moment, le moment où vous l'apprenez, est-ce qu'il y a une peur, une crainte Bah oui, forcément, oui, bien sûr, forcément, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu. Voilà, enfin, je n'ai pas forcément envie d'en parler, d'autant que voilà, les choses vont mieux. J'avais juste raison d'être un peu alarmé et à un moment même inquiet. Mais je veux croire aujourd'hui que tout ça est derrière moi, en tout cas, voilà, même s'il faut que je reste vigilant et que je suis toujours suivi à l'hôpital excellemment voilà, par les médecins, dont le professeur Dupin, que je salue. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur la fin de vie, par exemple? Non. Non, parce que moi je suis marié, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, et j'ai toujours pensé que je n'accélérerais pas ma fin de vie, et qu'il y a quelque chose qui cloche là. Oui, c'est la ceinture. C'est la ceinture. Et voilà, ah, bah, ça oui. y est, on y est. C'est la galère, ça. Non, c'est bien. Et donc, qu'est-ce qu'on se disait? Non, sur la fin de vie, non. Il se trouve, la fin de vie, en fait, j'ai produit 2 ou 3 films sur la fin de vie.
Et donc ça fait partie des questions de société sur lesquelles je n'avais pas de conviction vraiment affirmée. Vous n'avez pas de conviction sur la fin de vie? Je n'avais pas de conviction. Oui. Donc je n'avais pas de conviction, non. Parce qu'effectivement, je n'avais pas été confronté à ça. J'ai perdu des proches. Mon père est mort il y a quelques années. Donc effectivement, à ce moment-là, je me suis posé la question. Il avait souhaité qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. D'accord. Et il a eu une mort plutôt paisible. Il n'y a pas eu d'acharnement thérapeutique et je crois qu'il a eu une belle mort, entre guillemets. Hein. Enfin, il était à l'hôpital, mais voilà. Non, mais je dis ça, c'est parce que c'est quand on est confronté à la mort des autres qu'on se pose ce genre de questions. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Et comme je sais que vous... C'est issue fatale. Et donc je pense que la mort, mais j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est une histoire ce qui vous appartient bien évidemment, mais qui appartient aussi à votre famille, qui appartient aussi un peu à la société, qui appartient aux hommes et aux femmes qui s'occupent de vous, qui vous soignent. Donc ça demande aussi un tout petit peu d'humilité. Je pense que la loi ne peut pas tout régler, il y a forcément des injustices, il y a forcément des cas particuliers qui ne peuvent pas être satisfaits par la loi. Et je pense qu'on est dans une société où malheureusement, pour répondre à quelques cas particuliers, parfois tragiques bien évidemment, on modifie les lois sans arrêt. Et on libéralise finalement l'accès à la mort. Et je trouve que c'est assez dangereux parce que donner trop de pouvoir ou à l'hôpital, ou à l'État, ou à la médecine, c'est toujours un peu ennuyeux. Aujourd'hui, vous êtes par exemple farouchement contre l'euthanasie? Oui, je suis contre l'euthanasie parce que je pense que, de même que je suis contre la peine de mort, parce que je pense qu'un État ne peut pas donner à mort, et je pense qu'une société ne peut pas donner à mort. Donc je crains les dérives. Il y a une loi sur l'euthanasie qui ferait que le médecin prendrait le pouvoir, la sécurité sociale pourrait prendre le pouvoir, où le malade se sentirait parfois obligé d'accélérer sa mort ou de choisir le suicide assisté ou l'euthanasie pour soulager ses proches. Et donc oui, je pense que c'est une affaire, c'est une question anthropologique, c'est vraiment un crime anthropologique. Ce ne serait pas une ouverture de droit pour vous? Vous aimez la liberté, vous le répétez souvent, plus de liberté pour certains. Non, je crains que cette liberté-là ne devienne une servitude en fait. Et que je pense qu'il y a les services de soins palliatifs qui sont une possibilité offerte aux patients, aux malades en fin de vie, de pouvoir vivre une fin de vie apaisée, avec une souffrance soulagée et la possibilité d'être dans des conditions plutôt agréables pour recevoir ses proches, pour planifier sa fin de vie tranquillement et la vivre intensément. Est-ce que si ça peut paraître contradictoire de parler de fin de vie intense. On a commencé vivre intensément sa fin de vie. On a commencé dans une église. Est-ce que c'est une conviction religieuse? Non, pas du tout, non. Non. Pas que religieuse. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment. Pas que ou pas du tout? C'est vraiment philosophique. Ouais. Non, c'est vraiment philosophique. Est-ce que de même pour la peine de mort, je pense que, je trouve que c'est extrêmement violent qu'une société donne la mort à un individu. Alors vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'avis, vous avez commencé à avoir un avis quand ça touchait vos proches. Vous m'avez dit j'avais pas de conviction. Pardon. J'avais pas de conviction. Vous n'avez pas de conviction. Et aujourd'hui, vous en aviez une. Parce que effectivement, j'ai eu la chance de. Oui, c'est pas le bon mot, avis. Conviction. Vous avez raison. Que j'ai produit. Alors, et quand la question, j'imagine, s'est posée pour vous, quand vous avez on vous a dit, vous avez un cancer. Est-ce que là, vous vous êtes posé la question différemment quand le cas portait sur vous? Non, pas du tout, parce que d'abord, je pense que quand on a une famille, on se doit vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses proches, de s'accrocher, de donner une leçon de courage et de dignité. Et parce qu'on parle
parle de dignité dans le fameux droit à mourir. Je trouve que la vraie dignité, c'est de s'accrocher jusqu'au bout, de se battre et de faire en sorte de vivre une fin de vie intense au contact de ses proches et de leur montrer que jusqu'au bout, on se bat et on reste... enfin voilà, vous avez fait c'est très difficile, encore une fois, de tirer d'avoir un discours systémique. Un discours un peu fermé sur la question, parce que il y a des arguments des gens qui sont partisans. Alors justement, vous avez fait des documentaires, et alors j'ai pas vu le dernier, mais quelqu'un qui travaille dans la rédaction, qui s'appelle Damien Canivez, l'a vu. Ouais. J'en ai parlé avec lui, il m'a dit, ce documentaire, il est clairement anti-euthanasie. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher justement le contradictoire? Pourquoi vous êtes d'une certaine manière dans un combat sur cette question? Non, pas du tout. Il se trouve qu'on a fait deux autres films, l'un pour Zone Interdite et l'autre pour Dossier Tabou, dans lesquels on donnait la parole Et alors ce dernier documentaire d'ailleurs ce dernier documentaire, je regrette que vous ne l'ayez pas vu, parce qu'on parle d'euthanasie, on interviewe des médecins qui pratiquent l'euthanasie en Belgique. Mais il y a un parti pris dans ce documentaire, est-ce que vous me confirmez? Alors, c'est un collègue journaliste avec qui j'ai toute confiance, lui l'a vu parce que c'était très difficile de le voir d'ailleurs. Il y a un parti pris. J'ai des questions là-dessus. Oui, il y a un parti pris parce qu'on parle du soin palliatif. C'est un film qui souligne les mérites des services de soins palliatifs, et que je pense que si les services de soins palliatifs, qui est encore une fois ces lieux à l'hôpital ou ailleurs, parce que ça peut être en ambulatoire, auprès du malade, font en sorte de soulager sa souffrance et de l'accompagner dans sa fin de vie, ou s'ils étaient accessibles en France par tous les Français qui en sont confrontés à cette délicate situation, eh bien, il y aurait beaucoup moins de demandes d'euthanasie ou de suicide assisté. Ce documentaire, il n'a pas paru au cinéma et il n'a pas été diffusé à la télévision. Pourquoi? Ça va être le cas bientôt. Ah bon? Ouais. Où ça? Normalement, sur les chaînes du groupe Canal. D'accord. C'était difficile de le faire voir? C'était difficile pour certains de l'acheter? Non, parce qu'on avait décidé de le produire à un compte de producteur. On a fait une levée de fonds et on a eu des généreux donateurs qui nous ont aidés. Et en effet, c'est un film qui est militant, en tout cas qui choisit effectivement, parce que ce sont mes convictions, donc, et qui est porté par un réalisateur qui s'appelle Jérôme Burin-Desrosiers, qui partage les mêmes convictions que moi. Mais encore une fois, il tente de faire la part des choses et il donne aussi la parole aux gens qui pratiquent l'euthanasie ou le suicide assisté. Bon, alors je pourrais le voir sur Canal alors. Ou sur une des chaînes du groupe Canal. Oui, absolument. Ouais, normalement, si tout va bien. La télé, vous l'avez vu évoluer? Parce que vous, oui, j'ai eu la chance de faire la télé, mais à partir de 35-36 ans, et j'ai la chance de participer au lancement de LCI, la chaîne Info. Ouais. Il n'y en avait pas à l'époque, c'était la première chaîne Info, en 1996 je crois. Je travaillais avec Jérôme Bellet, qui avait aussi lancé France Info quelques années plus tôt. Et ça a été un épisode de ma vie professionnelle tout à fait Parce que j'entends souvent dire qu'on veut chasser le mâle blanc de plus de 50 ans de la télé. Alors vous êtes le prototype parfait. Ah oui. Est-ce qu'on a essayé de vous chasser de la télé? Non, pas du tout, non. Non? Alors pourquoi on chasse les autres et pas vous? Je ne sais pas si on chasse les autres, franchement, pour le coup. Ah donc c'est un mythe alors, cette histoire du mâle blanc de plus de 50 ans? Je n'en sais rien, parce que moi j'ai entendu cette histoire à propos de France Télévisions, donc c'est ça. Moi je travaille à M6 depuis 25 ans et voilà, on pratique pas l'épuration ethnique ou l'épuration générationnelle, donc j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai 65 ans et je continue de présenter une émission qui s'appelle Enquête exclusive, et on ne me reproche pas quoi que ce soit. Est-ce que... jusqu'à preuve du contraire, peut-être que demain ça changera, mais en tout cas... Est-ce que vous êtes du genre à dire... Non, je ne suis pas victime de ce genre de choses. Est-ce que vous êtes... Non, j'ai la chance d'avoir la confiance de mes dirigeants, à commencer par Nicolas Taverneau. Il se trouve que l'émission... Vous êtes assez proche, paraît-il, c'est vrai? Oui, on se connaît bien. Enfin, j'aime bien cet homme. Ouais.
Oui, on a développé une relation d'amitié, mais voilà, on ne voit pas sans arrêt. Et il a la réputation aussi d'être un homme qui défend bien les intérêts d'M6. Et je pense que si je ne le défendais pas non plus, bien notre collaboration cesserait. Ouais. Est-ce que vous êtes du genre à dire que les médias manquent de pluralisme et que tous les médias sont à gauche? Vous le pensez, ça? Les journalistes sont majoritairement à gauche. Ouais. Mais enfin, il y a des médias qui sont de droite, de gauche, et puis il y a des médias qui sont parfois de droite sur certaines questions de droite, sur d'autres questions de gauche. Enfin, la césure est plus difficile à marquer aujourd'hui. Regardez, ces questions de société notamment, l'euthanasie. C'est assez marrant parce que souvent sur des thèmes comme ça, on est un peu à front renversé. C'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure, vous dites ah oui, c'est bizarre, vous êtes un homme qui aime la liberté et vous êtes contre l'euthanasie. Oui. Et effectivement, une société libérale et une société capitaliste devraient être davantage portées vers la liberté, le choix individuel. Voilà, on va créer un marché, vous voulez vous suicider, vous voulez accélérer votre fin de vie, écoutez, on va ouvrir des cliniques pour ça. Voilà, chacun de choisir. Et on laisse à chacun son libre arbitre. Moi, je pense que la société, elle doit marcher sur deux pieds, c'est-à-dire la protection de certaines libertés individuelles, mais en même temps, il faut aussi protéger les gens contre eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a inventé la ceinture de sécurité, les limitations de vitesse. C'est pour ça que on lutte par des campagnes contre le suicide. On est ensemble, on fait des campagnes de prévention du suicide. Un homme qui s'est balancé par la fenêtre ou une femme de manière tragique, s'il n'est pas mort, on fait le tout pour le ramener à la vie. Voilà, c'est parce qu'on est dans une société où on défend quand même certaines valeurs, et notamment à la fois la dignité et l'unicité de la vie. Ça, c'est l'unicité de la vie, c'est d'ailleurs un thème qui est aussi religieux d'ailleurs. Une personne humaine est unique, elle n'est pas remplaçable. Et donc pour en revenir à cette histoire, c'est vrai, vous me disiez médias droite, gauche, etc. Enfin, c'est assez curieux parce qu'il y a des thèmes qui sont embrassés et souvent défendus par la gauche, qui sont des thèmes qui sont fondamentalement, ontologiquement de droite. Par exemple la liberté par exemple, quand on veut libéraliser le cannabis. La libéralisation du cannabis, c'est un thème plutôt de droite. Il y a des gens libéralisation totale. Libéralisation, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec malheureusement je pense qu'au global, ça a des effets négatifs à la fois sur la société, sur la santé des populations. Ça crée plus d'exclusion qu'autre chose. Moi, je suis plutôt contre. Voilà, il y a des thèmes de ce genre qui. Est-ce que vous, par exemple, regardez à une époque la pornographie. Ouais. La pornographie, dans les années 70, alors la pornographie, c'est formidable, la gauche portait la pornographie, ils disaient non mais arrêtons la morale bourgeoise, vive la pornographie, alors on fait des films porno, il y avait des cinémas porno, après il y a eu le porno sur Canal+, etc. Aujourd'hui on s'aperçoit que le porno c'est une industrie souvent qui recourt à des esclaves sexuels et qui réduisent les gens c'est une industrie extrêmement violente, notamment à l'égard des femmes. Ouais. Est-ce que vous regardez ce que font le porno, c'était défendu par la gauche. Ouais. La prostitution, la liberté de se prostituer, c'est extraordinaire parce que la liberté de se prostituer, la gauche, c'est aussi refuser l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors attendez, vous êtes en train de critiquer des idées de gauche ou de dire que la gauche vous a piqué vos idées de droite? Non. Je ne suis plus la Bernard de la Vivardière. Non, mais j'entends, je comprends. Voilà, c'est intéressant parce que la gauche est souvent progressiste, comme on dit, sur certains sujets de société, mais elle s'est réfugiée sur ces sujets de société parce que ces fondamentaux n'avaient plus de raison d'exister, dans la mesure où l'économie planifiée, l'économie socialiste, ça n'existe. L'appropriation collective des moyens de production, on a vu à quelle catastrophe ça aboutissait. Donc il fallait trouver d'autres combats. D'où absolument. D'où l'idéal pseudo-libéraux-libertaire. Faut regarder ce que font vos concurrents ou pas?
Qui sont vos concurrents? C'est par exemple Complément d'enquête, Envoyé spécial? Mes concurrents, le dimanche soir, j'en ai pas beaucoup. Oui, pas forcément le dimanche soir, mais dans votre secteur de l'enquête, au long cours, du grand reportage. Non, mais j'ai pas de concurrents, c'est des émissions Envoyé spécial, Complément d'enquête, etc. Vous regardez ce qu'ils font de leur côté? Oui, de temps en temps, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'ils se brident sur certains sujets? C'est ce que d'anciens journalistes de la maison disent. Moi, je suis journaliste, je suis par ailleurs président du Presse Club. Bon, j'ai créé un réel média récemment, je suis producteur. J'ai pas envie de jeter les anathèmes, de distribuer les bons et les mauvais points, etc. Encore moins aujourd'hui où finalement, j'ai 65 ans, en quelques années, je serai sans doute, très probablement d'ailleurs, à la retraite. Ah, vous allez partir à la retraite? Je continuerai à faire mon métier différemment en tout cas. Mais j'ai pas envie de distribuer encore une fois des bons et des mauvais points. C'est un métier difficile et donc je respecte les choix de chacun. Après, les téléspectateurs sont bien placés pour savoir que Complément d'enquête, Envoyé spécial, c'est différent d'enquête exclusive. En enquête exclusive, on a un univers beaucoup plus vaste puisqu'on fait pour l'essentiel des sujets à l'étranger et avec un style, avec une marque de fabrique différente. Et un présentateur assez différent dans son style. Oui, différent. Non. Oui, si, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui vous excite à la télé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des... Tiens, la nouveauté, je ne veux pas rater. Et bien alors justement, c'est quoi la nouveauté? La nouveauté, c'est quoi les programmes nouveaux à la télé? Oui, à l'actualité. Le programme nouveau, c'est les réseaux sociaux. C'est les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait avec Réel Média. Alors attendez, justement, j'ai ce raisonnement. D'ailleurs, je vous parle de la télévision. On va à Ligne de Front, ma société de production. Et c'est bien pour ça que ça m'intéresse. Mon raisonnement, il est là. Qu'est-ce qui vous excite, cette première partie? À la télé, voyager, c'est de découvrir des choses. Vous, ce que vous faites, quand vous êtes téléspectateur, est-ce qu'il y a un programme, vous dites, ça c'est bien, ou bon, vous êtes un peu déçu? Non, je me surprends à regarder beaucoup plus qu'auparavant le sport. Ouais. Parce que avec l'âge, je me rends compte à quel point, et je trouve que dans une société qui ne valorise pas vraiment... Vous devriez faire plus de sport? Non, j'en fais, mais oui, forcément pas assez, parce que j'ai pas le temps, mais j'aimerais en faire davantage, oui. Je crois d'ailleurs que j'aurais été volontiers je pense que j'avais des prédispositions. Pour faire quel sport? Pas physique, mais en tout cas intellectuel, pour faire un sport de haut niveau, entre guillemets. Mais des prédispositions parce que j'aime... je suis assez tenace, j'ai un certain niveau d'acceptation de la souffrance et donc c'est pour ça que j'aime le sport de haut niveau, c'est parce que je suis impressionné par le courage des sportifs. Donc vous regardez le sport à la télé? Et par la force de l'engagement, et notamment le rugby aujourd'hui avec la Coupe du Monde. Bien sûr. Vraiment la ténacité des joueurs, leur force, leur courage, leur acceptation de la douleur, encore une fois, parce que franchement, il faut se faire du mal, quoi. Il faut se faire mal. Et dans une société qui ne valorise pas forcément le travail, on est toujours en train de dire non, mais repose-toi chez mon chéri qui est fatigué, etc. Où on se prétend rapidement fatigué ou las des choses que l'on fait. Le sport de haut niveau, l'entraînement, c'est la répétition. C'est le respect des horaires, évidemment, c'est d'avoir une discipline de vie extrêmement rigoureuse, extrêmement stricte. Tout ça pour un événement qui se déroule une fois par an ou une fois tous les 4 ans, etc. et en quelques minutes. Et on met tout ça en jeu, on se sacrifie. C'est le sacrifice pour quelque chose qui vous dépasse, c'est-à-dire la compétition et peut-être la gloire et la victoire et le drapeau que l'on défend. Et donc ça, à cet engagement-là, je suis beaucoup plus sensible que je ne l'étais auparavant. Donc c'est bien ce qui fait que je regarde vous regardez le sport, ouais. Mais vous me confirmez, plus grand-chose ne vous excite à la télé. À part votre émission, bien sûr, enquête exclusive. Non, mais aujourd'hui avec les plateformes... voilà, c'est ça. Alors, vous êtes très intéressé justement par les nouveaux médias, par les nouveaux moyens de diffusion de l'information. Sur mon téléphone, je regarde beaucoup les
médias comme Réel Média, Brut, Combini, etc. Est-ce que Réel... Mais aussi la presse. La presse, le Figaro. Alors dans l'audiovisuel, l'avenir passe par... Avec ça, on a affaire à un kiosque journaux extraordinaire. Réel Média. Vous aviez commencé à travailler, vous aviez créé Néo, et Réel ensuite. C'est quoi l'objectif? Faire un Brut de droite? Non. Ça c'est... vous avez fait une revue de presse... Ouais, facile. Ouais, un peu facile. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout, non. Néo, c'était le média des territoires, et ça le reste d'ailleurs, le média des territoires de la culture populaire, et c'est un vrai succès. Et puis au bout d'un moment, j'ai souhaité reprendre ma liberté pour créer autre chose. Et j'ai créé Réel Média avec Arnaud Delamel, avec Stéphane Marson, avec de nouveaux associés. Enfin, cette fois-ci, Céline Defond et moi qui suis un peu plus aux commandes. Et donc, Réel Média, c'est le média de l'innovation, de l'engagement et de la solidarité. Et qu'est-ce que vous faites qui ne se fait pas à la télé? 100 000 abonnés sur Instagram au bout de 400 mois d'existence. On est sur Facebook, sur TikTok, etc. Ce que je fais, c'est que c'est des vidéos, je pense que c'est l'avenir d'ailleurs, c'est des vidéos de 5 à 7, 8 minutes dans lesquelles on fait les portraits de gens qui, là encore, qui s'engagent. On fait du sport. Alors vous faites c'est de l'info positive? Oui, pas seulement. On m'a toujours dit que l'info positive, ça a emmerdé tout le monde. Non, parce que ce sont des gens, c'est pas de l'info positive, c'est de l'info qui vous réconcilie avec le réel. C'est pour ça que ça s'appelle Réel Média. C'est parce que parfois, dans les médias, on pratique le bashing, on pratique le pessimisme, la dénonciation, et donc ça ne vous donne pas envie de vous lever le matin parfois, ou d'entreprendre. Et là, c'est le média qui veut réconcilier notamment les jeunes avec le monde d'aujourd'hui. Oui, il y a des défis à relever, mais on peut, à condition d'avoir un peu de courage, d'énergie et d'esprit d'initiative, relever ces défis et faire en sorte que les choses aillent mieux. Les jeunes. À toutes les générations, moi la mienne c'était un monde divisé en deux, la guerre froide, Est-Ouest, avec le risque d'une catastrophe nucléaire d'un moment à l'autre. Ça ne nous a pas empêché de vivre, ça ne nous a pas empêché de faire la fête, ça ne nous a pas empêché de travailler, de croire en l'avenir malgré tout, et même de faire des enfants. Ah bon? Vous vous rendez compte? C'est possible. Terrible. Les jeunes aujourd'hui, alors vous avez envie qu'ils regardent Réel? Ils regardent beaucoup par exemple des émissions comme TPMP. Alors qu'est-ce qu'ils ont contre vous, ce TPMP? Non mais ils n'ont plus rien contre moi puisque j'ai fait condamner pour diffamation un chroniqueur des TPMP. C'est quoi le problème avec eux? Pourquoi ils vous tapent dessus sans arrêt? Mais non mais parce que c'est la mécanique de TPMP. Et puis voilà, on va passer à un autre sujet parce que j'ai pas envie de faire de pub, mais bon voilà. Ça a un peu contribué à ma petite popularité, le moment où je suis passé chez eux, où ça s'est mal passé. C'est-à-dire que ça a éveillé dans le public la sympathie. C'est vrai? Ouais. Ah, les gens se disent, il tient tête à lui. Oui, peut-être, ouais. Est-ce qu'on on a déjà essayé de vous démarcher pour que vous alliez ailleurs? Oui, à une époque, mais... Pourquoi vous ne partez pas? Parce que j'aime bien la confiance que je peux avoir à M6 de la part des dirigeants de cette chaîne. Est-ce qu'on vous a proposé de faire autre chose? Parce que j'ai une émission hebdomadaire. Oui, bien sûr. Remarquable, je travaille avec des gens que j'aime bien. Alors, on vous a proposé de faire quoi? Sans me dire qui, mais par exemple, faire la même chose ailleurs, par exemple, ou non, changer un peu et... Oui, régulièrement, mais voilà, encore une fois, c'était pas des propositions que je jugeais suffisamment sérieuses. Je n'étais pas persuadé que c'était... ils avaient très envie de moi, en fait. Ils m'ont peut-être pas fait sentir assez. Ouais. Et puis par ailleurs, encore une fois, je n'avais pas vraiment envie de quitter le bercail. On est sur la bonne route ou pas? Oui. Ouais, parce que c'est pas si facile maintenant. Bon, là, on est sorti de Paris, ça va, vous préférez Neuilly? Non, mais Porte-Maillot, c'est l'enfer. Porte-Maillot, c'est l'enfer. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont installé des... Alors, il y a des zones dans lesquelles il y a de la végétation, des zones arborées, comme ils disent, etc. Et puis, c'est un dépotoir. Poubelle à ciel ouvert.
C'est effrayant, les canettes de bière, des sacs de plastique, etc. Enfin bon, bref. Non, mais c'est pitoyable. Et là, à Neuilly, non, ils ont fait des choses pas mal, mais c'est un peu chipouille. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? On a l'impression, je ne sais plus qui me disait ça l'autre jour, en me disant oui, le problème c'est qu'on a des maires, qui veulent faire de leur ville des villes qui peuvent, ou qui cherchent la couronne du maire le plus écolo, le maire le plus ville fleurie, la ville la plus fleurie, la ville la plus machin, la plus vélo-friendly, la plus etc. Et tout ça dépend des habitants. Et alors Neuilly, c'est la ville la plus quoi? Je sais pas dire, non mais enfin bon, c'est pas mal, hein, mais on a beaucoup souffert quand même. Et pour aboutir à ça, non mais moi ce que je trouve incroyable, c'est quand on refait un trottoir, quand on refait une route, etc. On m'explique qu'on est dans un pays extrêmement endetté, que l'hôpital souffre, que l'éducation nationale souffre, que les services essentiels souffrent. Et pendant ce temps, on dépense des millions pour refaire des trottoirs, pour créer des pistes cyclables, pour machin et ça. Je trouve que c'est de l'argent mal dépensé et que les priorités doivent être mises ailleurs. Non mais c'est pas si mal, hein. Mais ce sont des opérations un peu cosmétiques. Vous devriez pas faire un peu de politique, on engloutit beaucoup d'argent, alors que, encore une fois, on a des besoins sur les fonctions régaliennes de l'État qui sont évidemment très importantes et qu'on ferait mieux de mettre l'argent sur ces services essentiels. Vous êtes un journaliste, je sais, mais vous ne feriez pas un peu de politique? Non, oui, non. Ça vous intéresserait pas? Non. Un jour de vous présenter? Non. Quand vous êtes à la retraite, une petite commune, pour être le maire vous pouvez vous garer là si vous voulez, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Nous voilà arrivés, on ne dira pas où on est. Non, on ne dit pas où on est. On ne dit pas où on est. On va essayer d'être discret. Oui, on baissera un peu la caméra quand on rentre. Absolument. Allez, c'est parfait. Ouais. Oui, parce que vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle Abnouz, je sais comment, qui vient d'être... Magnanville. Il vient d'être condamné voilà, à une peine de prison à perpétuité. Les deux policiers tués il y a plusieurs années par un homme qui lui-même est mort. Et et qui avait donc un complice à lui était donc jugé. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Et vous aviez été menacé. Ouais. Par où on rentre? Où est-ce qu'on rentre? Je vous suis. Hein. Là-bas. Allez. Vous avez donc été menacé. Donc on fait... on essaye d'être un peu discret peut-être. Parfait. Si vous voulez bien. On filme les pieds et c'est parti. Et donc, j'ai été menacé et j'ai voulu me porter partie civile et 3 fois la justice a refusé que je me porte partie civile au motif que la menace était éteinte puisque la Rossiabala était mort. Or, un complice, ce fameux Abnouz, je ne sais comment, vient d'être condamné à une peine à perpétuité pour complicité. Donc il était, la justice a estimé qu'il était là au moment des faits, au moment où ces 2 policiers ont été assassinés. Et on pense même que c'est lui qui a rédigé le message qui menaçait de mort une série de personnes, quelques personnes dont ma petite modeste personne. Et je trouve incroyable que la justice ait refusé que je me porte partie civile. Parce qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur c'était Bernard Cazeneuve, m'avait demandé d'accepter la protection des policiers parce que ma vie était en danger. Donc la justice estime que je n'étais pas en danger, donc il n'y a pas lieu de me porter partie civile, et le ministère de l'Intérieur m'a demandé d'accepter la protection des policiers. Particulier. Très particulier, ouais. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il faut quand même que il y a une alarme. Pourquoi ça ne marche pas? C'est bon. Ouf. On y est. Ouais. Ligne de front? Oui, ligne de front. Ligne de front avec les salles de montage sont en bas. Là, il y a l'étage réel média. D'accord.
rédaction de Réel Média, avec des journalistes qui ne sont pas là, et évidemment, ils sont rentrés chez eux. On a fait une réunion de rédaction ce matin où on a parlé évidemment des événements tragiques en Israël. Voilà, donc ils travaillent sur les ordinateurs, c'est eux qui tournent les sujets, qui les montent également. Alors il y a une rédaction en chef, Chloé Baïs qui est rédactrice en chef. Et non, c'est une rédaction, moyenne d'âge 24-25 ans, et c'est vraiment sympa. Ouais, ça carbure bien, ils sont super. Ils sont super. Comment ça marche? Ils ont bien compris ce qu'on voulait faire, et non, ils ont plein d'idées, plein d'enthousiasme, c'est vraiment super. Non, mais je dis ça parce que souvent on dit, oui, les jeunes de 25-26 ans, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas... c'est pas le cas là en l'occurrence. Et donc ici, ligne de front, reportage, c'est ça? Et ils viennent au bureau. Ils sont contents de venir au bureau. Ils font pas que du télétravail. Il y en a qui font du télétravail, il y en a assez peu. Ça c'est la rédaction de ligne de front. Ouais. Voilà. Pareil, des bureaux et des ordinateurs. Des bureaux, des ordinateurs, la production, la rédaction en chef. Voilà. Et vous, votre bureau, c'est lequel? Moi, mon bureau, j'ai un tout petit bureau que j'ai inauguré il y a quelques temps, qui est là. Ici. Voilà. Comment ça se passe de fabriquer un reportage? Alors l'avantage du chef, c'est d'avoir un petit canapé, un petit frigo aussi. Canapé, il y a un petit frigo. Expliquez-moi comment on fabrique un reportage. Parce que je pense que les gens comment on fabrique un enquête exclusive? Ça part de quoi? Qui a l'idée et comment quel est le processus? Il y a plusieurs périodes. Enfin, bon, l'enquête exclusive, c'est une des plus grandes rédactions de France. Ouais. Il y a entre 42 et 44 films par an. Il y a pratiquement autant de réalisateurs. Enfin, il y a parfois des réalisateurs qui font 2 enquêtes exclusives dans l'année, mais il faut savoir qu'une enquête exclusive pour un réalisateur, c'est un travail entre 4 et 6 à 8 mois, minimum, parfois plus. Ouais. Il y a évidemment un producteur, il y a 2 ou 3 maisons de production, dont Ligne de Front, qui est un des premiers fournisseurs d'enquêtes exclusives en matière de documentaire. Okay. On en fait entre 12 et 15 par an. Et puis, donc voilà, il y a 4 ou 5 producteurs, et puis il y a un service d'enquête exclusive à M6 avec des rédacteurs en chef avec lesquels je travaille. D'accord. Bertrand Deveau, Jean-Marie Tricot. Donc c'est ça, enquête exclusive, c'est M6, et vous, c'est pour qui vous travaillez? C'est toujours facile à comprendre. Oui, alors, d'accord. Et Ligne de Front, c'est la production qui produit des docs pour enquête exclusive. Voilà, il y a plusieurs maisons de production, dont la mienne, qui produit des docs de 52 minutes pour enquête exclusive. En revanche, pour ma partie co-rédacteur en chef et présentateur, j'ai un contrat à titre personnel avec M6. D'accord. Qui fait que, par exemple, quand je pars à l'étranger, quand je prends un avion, etc., c'est à la charge d'M6 et je suis payé par M6 pour cette fonction de présentateur de l'émission. Tous mes voyages, je pars avec des équipes M6. Donc des reportages qui sont prêts longtemps à l'avance. Est-ce que, par exemple, pour dimanche, vous essayez de monter un reportage en urgence sur Israël? Non, parce que le news, c'est du news, c'est de couvrir l'actualité fraîche. L'actualité du jour, de l'instant, c'est le travail des rédactions et donc du 12h45, du 19h45, etc. C'est couvert par des journalistes de news. Est-ce que vous êtes de l'actualité. D'accord, mais je vois certaines entreprises et certains médias, BFM Télé, est capable de sortir un doc en 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? D'une heure. Oui. Alors, il n'est peut-être pas d'une aussi bonne qualité que s'il avait un travail d'1 an. Oui, mais les gens viennent sur enquête exclusive pour avoir des enquêtes de fond qui sont plus portées sur le décryptage. Par exemple, au moment de la guerre en Ukraine, on a fait un film sur la Russie de Poutine. Mais on a mis 2 mois à le fabriquer. Ouais. Parfois, on accélère la fabrication. Par exemple, on va s'intéresser évidemment à ce conflit, à cette tragédie qu'a vit Israël aujourd'hui. On a une petite idée en tête. Ici, même dans ce bureau, demain matin, on va avoir une réunion pour décider de ce qu'on va faire dans 15 jours, 3 semaines. Mais il est probable qu'on fasse quelque chose avec un angle très précis de décryptage sur un aspect de ce conflit.
Vous avez deux... Et donc là, à ce moment-là, effectivement, on va mobiliser 4 ou 5 réalisateurs, ça va être un travail collectif, et on va sans doute travailler la nuit. Et quand vous viendrez ici, dans quelques temps, il y aura sans doute il y aura la nuit avec des équipes qui travaillent. Qui travailleront ici. Vous faites des reportages en France et à l'étranger. L'étranger, vous en avez parlé, je vais y revenir, mais la France, ça a marqué avec cette fameuse histoire à Sevran, où vous n'avez pas pu tourner. Est-ce que ça vous a surpris de ne pas pouvoir tourner en France alors que vous dites pouvoir tourner partout à l'étranger? Oui, je l'ai beaucoup dit à l'époque. Après cet épisode de Sevran, effectivement, ça a mobilisé l'attention de beaucoup de monde. C'est incroyable. Ça a frappé les esprits. En même temps, les journalistes ne sont pas vraiment surpris. C'est-à-dire que je travaillais dans les chaînes d'infos, c'était compliqué d'aller tourner dans certaines cités. Mais je pense que le grand public a peut-être réagi. Non, mais moi, j'ai eu... il se trouve que j'ai été le journaliste, sans doute un des journalistes en France qui a... Le premier subi le changement d'atmosphère dans certaines banlieues, dans certaines cités. Pourquoi le premier? Parce que j'avais couvert, je ne sais plus dans quelle banlieue, près de Paris. Il y avait eu un drame, il y avait eu un vigile qui avait blessé un jeune délinquant qui avait tenté de voler dans un supermarché. Et donc l'affaire s'était terminée un peu tragiquement. Et donc certains jeunes de la cité, pas le terme globalisant de jeunes, certains jeunes de la cité, certains jeunes délinquants de la cité avaient manifesté, avaient cassé des vitres. Il y avait les CRS qui étaient mobilisés, les gardes mobiles, etc. Et donc il y avait une nuit d'émeute que j'avais couvert. Je crois que c'était à... Ouais, je ne sais plus, bon bref. Et alors j'y avais été avec la voiture de RTL, je travaillais à RTL à l'époque, c'était en 92 ou 93. Et, voiture siglée. Et la voiture siglée, et la voiture a été renversée et incendiée par des jeunes des cités. Et donc j'avais été... voilà, je me souviens qu'à l'époque j'étais un peu embêté d'annoncer à mon patron que j'avais perdu ma voiture. Et quand j'ai été lui annoncer ça, c'était Olivier Mazoral à l'époque, c'était RTL, il était patron de RTL. Et j'ai entendu, je lui ai dit, écoute, je suis désolé Olivier, je voulais t'annoncer que... Il m'a dit, je sais, ça fait la Une du Parisien. Et la voiture retournait avec les sigles RTL et faisait la Une du Parisien, en effet. Et de ce jour-là, de cette époque-là, on a commencé à envoyer en banlieue des voitures non siglées. C'est-à-dire les radios, les télés envoyaient en banlieue des journalistes avec des voitures non siglées. Comme il y a pas qu'elles se fassent caillasser ou incendier. Comme il y a peu les journalistes ont commencé. Et puis maintenant, après, on n'a plus envoyé de journalistes du tout. Dans les manifestations, sans bonnette par exemple. Oui, tout à fait. Et donc voilà, non, pour revenir sur l'épisode de Sevran, en fait c'était un film sur l'islamisme en France et sur la progression des frères musulmans. Et qui étendent leur toile dans l'islam de France. Et en fait, on avait gardé cette séquence à Sevran où ça s'était mal passé parce qu'on voulait interviewer un imam devant une mosquée où un certain nombre d'individus, de jeunes gens avaient été radicalisés avant de partir vers la Syrie et certains d'entre eux avaient trouvé la mort. Et on avait choisi de faire cette interview le matin parce qu'on nous disait, bah oui, c'est un quartier de dealers, mais les dealers à 10-11 heures du matin, ils dorment. Ouais. Oui. Et donc on y allait tranquille, en disant on ne va pas être embêté, et en fait on a été embêté. On a été repéré par une sentinelle ou par un gars qui faisait le guet. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites ça va faire une séquence et que c'est pas plus mal? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Non, parce que la séquence, on ne l'a pas gardée en longueur. Et on l'avait même raccourci pour regarder la substantifique moelle. Et en fait, elle a eu du succès parce que ce film, dont le message principal était bon, attention, il n'y a pas d'islam de France, il y a un islam en France importé de l'extérieur et avec des compétitions entre les différentes fédérations musulmanes, qu'elles soient algériennes, marocaines et turques, et avec un grand méchant loup qui sont les frères musulmans et qui tentent de contrôler tout le reste et de profiter de la bagarre et du désordre. Et ça a été confirmé par la suite. Hein. Enfin, voilà. Et donc ils se sont saisis de cette séquence pour disqualifier le reste du film et le message essentiel du film.
Donc effectivement, si c'était à refaire, je crois que cette séquence, je ne l'aurais pas montée. Et voilà. Puis les reportages à l'étranger, est-ce que vous comparez, vous partez souvent à l'étranger, est-ce que vous vous rassurez d'une certaine manière quand vous comparez la France avec d'autres pays? Oui, forcément. Oui, forcément. Bien sûr. Bien sûr. Je faisais du French bashing un peu comme tout le monde. Enfin, c'est l'esprit bien français. Oui. On a l'esprit critique très développé à l'égard de nous-mêmes. Une habitude de l'autoflagellation. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai eu envie à une époque de créer Néo et que j'ai eu envie de créer Réel Média. C'est parce que quand je me compare, vous savez la formule, ouais. Je me console. Quand je me compare, je me console, absolument. Et donc j'ai... qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? L'autoflagellation. L'autoflagellation, oui, non, mais je veux dire par là que quand on voyage, quand on revient chez soi, on se rend compte que les choses vont pas si mal. Et en même temps, c'est vrai que quand je lis la presse française, qui est effectivement beaucoup dans la critique et dans le bashing, je me dis, bon, oui, c'est vrai, mais mon pays vis-à-vis des autres, en comparaison, n'est pas si mal. On dit, la France est un pays raciste. Lorsque vous allez à l'étranger, est-ce que vous vous dites, tiens, la France est toujours un pays raciste? Non, justement, ça fait partie de ces choses. Enfin bon, voilà. La France, c'est le pays où les hommes les plus populaires, c'est Omar Sy, c'est Jean-Jacques Goldman, enfin voilà. Donc si c'était un pays raciste, ce ne sera pas le cas. On n'a pas de leçon. Je ne pense pas que les Français sont racistes. Et souvent, on parle de deux choses différentes. Il y a la xénophobie et le racisme. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger, c'est la méfiance à l'égard de l'étranger. Le racisme est une idéologie. Il dit qu'il y a une race ou un groupe ethnique qui est supérieur à l'autre pour des raisons biologiques, notamment. Ça, c'est le racisme. Et le reste, c'est de la xénophobie. Et le racisme et la xénophobie, hélas, c'est une des choses les mieux partagées au monde. Il y a énormément de racisme en Afrique, entre les différentes ethnies, enfin voilà, je suis le premier à le regretter. Mais la France n'est pas un pays raciste, non. Est-ce que la France est un pays anti-écolo, par exemple, lorsqu'on se compare? Anti-écolo, j'ai peur qu'elle le devienne. Parce qu'à force de développer cette économie punitive et de donner les leçons aux gens, leur expliquant que voilà, il faut être vertueux sur un certain nombre de sujets, notamment sur l'isolation des appartements et des maisons, et sur il faut absolument avoir une voiture électrique, etc. Pour parfois de mauvaises raisons. Parce que quand on prend le coût carbone d'une voiture électrique du début de sa conception jusqu'à sa fin de vie, c'est finalement le bilan. Évidemment, elle fonctionne à électrique, donc elle ne fonctionne pas à essence. Et donc, quand elle circule, elle a une signature carbone moins grande, moins forte. Mais pour construire une voiture électrique, il faut souvent beaucoup plus de gaz carbonique que pour construire une voiture normale. Mais bon, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à développer les voitures électriques, etc. Mais ce qui est un peu gênant, c'est quand on raconte des fadaises. Et quand on ne dit pas les choses aux gens de manière extrêmement claire. On est un peu gouverné, on continue d'être gouverné par l'idéologie. Et il y a une propension actuelle, à travers ces idéologies comme l'éco-fondamentalisme, etc., à vouloir absolument contrôler la vie des gens, à vouloir régler la vie des gens, à rentrer dans l'intimité des gens, en leur faisant la leçon en permanence. Et je pense que ça, c'est quelque chose contre lequel les Français commencent à se révolter. Vous, ça vous révolte? Vous allez vous révolter? Ça me révolte quand on ne dit pas les choses, quand on n'informe pas, quand on ne reste pas à la fois dans la nuance et dans la rationalité. Merci beaucoup, Harald Villardière. Mais merci à vous d'avoir été venu jusqu'ici. Vous montrez la salle de montage, on le laisse ici. Ah oui, Mick Jagger. Mick Jagger. C'est le Wall Street Journal. C'est quoi votre prochain reportage qui change le monde? Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas changer le monde. Non, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal en cours. Là, en ce moment, je voudrais faire un film documentaire sur le Padre Dall'Olio.